Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont en ligne. Soyez les bienvenus dans ce live. Ce sont les derniers lives vers la fin de l'année. Nous sommes en train d'aller inexorablement vers la fin de l'année. Ce sont les derniers moments et que le Seigneur lui-même nous accompagne, nous protège jusqu'à la fin de cette année et qui nous permette de rentrer dans la nouvelle année avec beaucoup plus de force et de sérénité. Et donc, je vous souhaite tous la bienvenue. Le live de ce jour va s'articuler autour de 3 points. Mais je voudrais commencer d'abord par ceux qui m'ont écrit. Vous êtes nombreux à me demander ce qui s'est passé avec notre page Facebook L'Alternative. Vous avez bien constaté que depuis hier, cette page a été aussi sautée. Il a été massivement signalé. C'est une page qui est signalée presque tous les jours par les gens que le régime a payés pour faire bannir les pages. Donc, on a déjà perdu pratiquement 6 ou 7 pages TikTok. Et là, ils s'acharnent sur les pages Facebook. On avait déjà perdu 2 pages Facebook. On vient de les récupérer. Et la page principale de l'Alternative sur laquelle vous suivez les lives a été massivement signalée hier et supprimée ainsi par la suite. Bon, écoutez, ce sont les méthodes du régime qui dépensent énormément d'argent pour nous empêcher de parler au peuple togolais parce que ce que nous disons ici, ça touche vraiment un grand monde et ça le fait très mal. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils dépensent énormément de moyens pour s'acharner sur nos pages, pour les bannir, les sauter. Et je ne suis pas le seul. Vous avez vu que la plupart des activistes qui sont sur la toile et qui font des lives pour sensibiliser les Togolais, tous, en tout cas la plupart, ont eu leurs pages qui ont sauté. Certains, on n'arrive même plus à les voir à Lomé. C'est la preuve aussi, besoin en est, que ce que nous faisons là, ça a ses effets sur le régime, ça impacte le régime. C'est pour cette raison qu'ils dépensent énormément d'argent pour attaquer nos pages, pour les faire supprimer. Leurs communicants, ce sont des gens qui sont des insignifiants, les gens à qui ils remettent de l'argent pour nous insulter, raconter tout ce qu'ils veulent sur nous. Ils savent que ça n'a aucun effet. Donc là, maintenant, ils misent sur les gros moyens pour attaquer nos pages. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens qui me disent « Oui, on t'insulte ici, tout ça ». Je dis « N'écoutez pas ce genre de choses ». On dit généralement chez nous que c'est ce que l'oreille a entendu qui fait mal. Donc, quand tu n'entends pas, tu n'as aucun mal. Donc, tu multiplies tout ça par 0, tu bouches les oreilles et toi, tu continues ta vie. Et c'est ce qu'on a toujours fait qui nous permet de prendre toujours de la hauteur, de ne pas descendre dans les petits débats de personnes, de rien du tout. Et donc, cette résilience-là que nous avons cultivée depuis des années leur fait énormément mal. Et donc là, maintenant, ils mettent beaucoup de moyens pour nous priver de nos outils de communication. Mais bon, une page de perdu, une autre de créer. Et donc, aujourd'hui, sur Facebook, le live se déroule à la fois sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous prie d'aller sur cette page-là qui est affichée, qu'on a récupérée, qui est affichée. La page sur laquelle j'ai mis une photo avec un livre, Les Vertus de l'échec. Voilà, et c'est un livre aussi prémonitoire. Les Vertus de l'échec, c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois et qui m'a beaucoup réconforté parce que dans les échecs, on tire aussi les vertus pour avancer et donc les vertus de l'échec. Donc cette page-là, elle est de nouveau fonctionnelle. Et donc sur Facebook, le live se déroule sur cette page-là, Ferdinalité, avec les 2 photos. Une photo que j'avais prise au siège de Fox News aux États-Unis et puis une autre photo avec ce petit livre, Les Vertus de l'échec. Et donc sur cette page-là, vous pouvez facilement nous suivre sur Facebook. Sur YouTube, c'est la page habituelle, alternative. Sur TikTok, c'est aussi officiel. Je sais que TikTok est très restreint. Ça se voit d'ailleurs même dans le live, est très restreint à Lomé actuellement. Et je vais vous montrer un peu quelques statistiques qui prouvent pourquoi ça fait très mal et pourquoi ils investissent énormément de l'argent pour attaquer nos pages. Vous savez que quand on était encore... on était au Togo, on animait l'autre journal. Et l'autre journal, c'est par là qu'on a commencé en fait, l'autre journal. Nous étions les toutes premières rédactions à avoir compris qu'il y a une mutation des médias, il faut basculer dans le numérique. Et puis donc nous avons créé l'autre journal sur YouTube avec notre propre studio. Ceux qui sont venus faire des émissions chez nous ont vu le studio qu'on avait, un très très bon studio. Et rapidement, l'autre journal a conquis l'espace médiatique. Tous les Togolais suivaient les vidéos de l'autre journal et tout ça. On était presque à 100 000 abonnés sur l'autre journal. Après notre passage à la prison, on a repris. Et puis après, quand on est passé en exil, on a perdu cette chaîne YouTube-là. Ça a été attaqué aussi, signalé plusieurs fois. Donc, on a perdu cette chaîne YouTube. Et cette chaîne YouTube nous a permis d'avoir énormément d'impact sur les Togolais, de Lomé jusqu'à Taparan, partout. Il y avait des gens qui avaient des coupures de nos vidéos dans leur téléphone parce qu'on touchait les problèmes qui concernaient directement les Togolais, le problème d'accès à l'eau, le manque d'électricité, les routes, le problème des paysans et tout ça. Et ça a permis de conquérir énormément le cœur des Togolais. Moi-même, ayant déjà une longue histoire de crédibilité, qui est un travail de longue haleine. Et j'ai toujours l'habitude de dire que en communication, la crédibilité du messager précède le message. En communication, la crédibilité du messager précède le message. Donc, si vous êtes crédible, votre message est forcément crédible. Les gens viendront forcément vous écouter parce que vous avez passé des années à construire cette crédibilité-là, être quelqu'un de crédible, quelqu'un qui a résisté à tous les assauts, à tous les attaques. Et donc, cette crédibilité, elle est le pilier central de toute action quand il s'agit de la communication. Et donc, la crédibilité du messager précède le message. Et donc,
c'est cette force-là que nous avons et qui fait qu'aujourd'hui, au-delà de tout, tout ce qui se raconte, les fanfarons, tout ça, les Togolais n'en ont pas cure parce que les Togolais ne découvrent pas Ferdinand. Les Togolais connaissent Ferdinand il y a très, 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 très longtemps. C'est pas TikTok qui a révélé Ferdinand. C'est pas... Ferdinand faisait des émissions au Togo depuis les années 2003, et même avant même la chute des Adéma. 2002 déjà, je faisais des émissions sur les radios en tant que militant activiste et tout ça. Donc, ce que je dis aujourd'hui, je dis la même chose depuis 25, 30 ans. Et donc, les gens qui suivaient la scène politique, ils savent qu'on vient de très, 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 très loin. Et c'est pas sur TikTok qu'on est venu chercher quoi que ce soit. Il y a plein de radios sur lesquelles j'ai fait des émissions. Certaines radios sont fermées aujourd'hui. Il y a plein de télévisions sur lesquelles j'ai fait des émissions. Et je rappelle toujours cette émission formidable qu'on a animée en 2005, en pleine tourmente politique où on était en train de frapper les gens, d'assassiner les gens. Il y avait une émission qu'on a animée sur TV2 au 2 février, à l'étage là-bas. On a animé 2 émissions là-bas. Et je me rappelle que en ce moment, Fort a été contraint de démissionner. Et donc, on a positionné Abbas Bonfo. Il devait être candidat. Et comme une prophétie, même si je n'aime pas trop les prophéties, je disais dans cette émission, il y avait autour de la table, il y avait moi, il y avait Philippe Satie, il y avait un conglomérat de jeunes de RPT, il y avait moi aussi sur le plateau, il y avait Kabwa aussi. Et je disais à l'époque que voilà la phrase que j'ai prononcée en cette émission-là. On nous vantait fort, on nous disait que c'est un jeu, il est le lien entre le Sud et le Nord, il est dynamique, il va faire autre chose que ce que le père a fait. Et moi, j'ai dit, écoutez, il faut arrêter de nous raconter des histoires, que Fort Gnassingbé, c'est une nouvelle sauce dans une vieille marmite. C'était l'expression que j'ai utilisée, et qu'il n'apportera rien au Togo. C'est la phrase que j'ai prononcée. Fort Gnassingbé, c'est une nouvelle sauce dans une vieille marmite, il ne nous apportera rien, arrêtez de nous le présenter comme quoi. Et je me rappelle que quand on a fini l'émission vers 1h du matin, je devais rentrer à la maison, je n'avais pas 2 mois de déplacement, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Et je me suis engouffré dans la voiture d'un co-débatteur, il m'a descendu à 6h là-bas le matin. Quand je suis sorti, tout le monde me regarde. Et tout le monde me regardait avec étonnement, comment j'ai pu tenir une telle phrase. Et le jour-là, j'ai vu que Pitan Tchala était très énervé parce que c'était sur sa télévision et tout ça. Donc, c'est un travail de longue haleine, c'est un long parcours fait de résistance à tout niveau, de déjouement des tentatives, des pièges et tout, qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, avec derrière toute une équipe dynamique, des collaborateurs qui croient en moi et qui sont toujours là pour m'accompagner, pour que nous puissions réussir ensemble. Donc, ce n'est pas le fait d'attaquer aujourd'hui nos pages Facebook qui vont changer quoi que ce soit. Au contraire, comme j'ai l'habitude de le dire, si moi je prêche la bonne nouvelle même en enfer, les gens viendront m'écouter. C'est naturel, ce n'est pas forcé, on ne force pas. Si je suis en enfer et que je prêche la bonne nouvelle, les gens viendront en enfer pour m'écouter. Et voilà, parce que c'est naturel. La preuve, les gens sont ici. Et ce que nous faisons ici, c'est plus qu'un meeting. C'est plus qu'un meeting chaque dimanche. C'est plus qu'un meeting. Rassembler 30 000, 40 000 Togolais pour leur parler, c'est plus qu'un meeting. Là, actuellement, vous avez tous ceux qui sont en ligne, mais tous ceux qui sont en famille et qui sont regroupés, qui sont 5, 7, 8, 9, qui sont là et qui écoutent sur le même canal. Ils sont en famille, tout le monde écoute et chacun essaie de tirer quelque chose de ce qu'on dit pendant 2 heures de temps, pendant 3 heures de temps. Et c'est ça l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est ça l'essentiel du message qu'on doit passer. Être proche des Togolais, parler des vrais problèmes des Togolais. Manque d'eau, manque de nourriture, manque d'infrastructures, manque d'hôpitaux, l'injustice, les gens qui sont en prison, la mauvaise gouvernance, la corruption. C'est ça qui concerne directement les Togolais. Et donc, c'est ce travail de fond que nous devons continuer à faire pour mobiliser les Togolais, réveiller les consciences et sensibiliser les gens. Et donc, je vais vous montrer les dernières statistiques de notre chaîne YouTube. Je vais terminer par un petit conseil à ceux qui sont sur la toile. Vous avez vu ce contenu YouTube. Ça, c'est, je pense, c'est de novembre, du 22 novembre au 19 décembre. Et ça, ce sont les statistiques sur YouTube seulement que vous voyez. J'attends que ça apparaisse sur l'autre écran. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi ils s'acharnent sur nos pages, parce que toutes nos émissions sont virales. Nos vidéos sont très virales, y compris chez eux-mêmes. Et donc, vous allez voir qu'en un mois, on a cumulé 1 600 000 vues sur l'ensemble de ces vidéos-là, 1 600 000 vues en un mois. Et vous allez voir les statistiques des dernières vidéos. Donc, les 28 derniers jours, on a eu 1 600 000 vues sur nos vidéos, les 28 derniers jours. Et voilà, la vidéo de, je crois que c'était mardi, ça ne fait pas encore une semaine, que j'ai fait une émission, je pense que c'était pour répondre à Franklin Yamsi et tout ça. Cette vidéo de mardi a cumulé 110 000 vues, plus de 110 000 vues. Ça ne fait pas encore une semaine, c'était la vidéo de mardi. 110 000 vues, c'est énorme, en moins d'une semaine. Et celle de dimanche, donc c'est celle qui a précédé mardi, on est à 107 000 vues, non, 104 000 vues. Celle qui est passée avant, on a 103 000 vues. L'autre avant, on a 97 000 vues. L'autre avant, on a 70 000 vues. Et donc, ce sont des statistiques que nous sortons régulièrement en fin de semaine pour voir quelle est notre progression. On le fait aussi sur de Facebook. Quelle est notre progression dans l'opinion? Comment est-ce que nos informations sont reçues, sont perçues? Et ça nous permet à toute notre équipe, l'équipe technique, de tirer les leçons pour réajuster ce que nous faisons. Il y a des petites vidéos que nous prenons et que nous analysons. Nous essayons de voir comment ça se passe. Et donc, et ça, c'est ça qui fait très mal parce que avoir 110 000 vues en moins d'une semaine pour un journaliste qui fait un live, c'est énorme. Et donc, aujourd'hui, vous allez constater que
nous sommes là actuellement, c'est ce que nous faisons actuellement ici, c'est plus qu'un meeting politique. Déjà, on est 1300 sur TikTok, on est presque 8000 sur YouTube, on est peut-être 1000 et quelques sur Facebook, c'est plus qu'un meeting politique. Et donc, c'est un moyen puissant de communication qui nous permet de toucher les Togolais au-delà des frontières. Et c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter. Il faut en profiter pour sensibiliser. Il faut en profiter pour éveiller les consciences. Il faut profiter de cette crédibilité-là, de cette forte audience pour réveiller les mentalités. Il ne faut pas l'utiliser pour des histoires sans tête ni queue. Il ne faut pas utiliser cette crédibilité-là pour rentrer dans des histoires sans tête ni queue. Il faut l'utiliser à bon escient pour parler aux Togolais, pour éveiller les Togolais, pour réveiller les Togolais, pour conscientiser les Togolais. Et donc, quand il y a une voix qui est écoutée par une grande partie du peuple, il faut l'exploiter au maximum. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous allons continuer par faire. Et donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Même les enfants, les adolescents, aujourd'hui, ils sont là pour écouter les messages, écouter nos messages. Et je voudrais inviter tous ceux qui font des lives. Ils ne sont pas journalistes, nous on est des journalistes qui font des lives, mais qui subissent aussi le même sort que le régime, qui sont régulièrement attaqués. Et aujourd'hui, les applications, les réseaux comme TikTok, Facebook sont très fragiles. La régulation n'est plus celle-là. Et puis, bon, TikTok, c'est un fourre-tout. Vous savez, les Chinois, dès qu'ils créent quelque chose, c'est vraiment un fourre-tout. Donc, je sens que beaucoup de ceux qui font des lives, dont les comptes sont bannis, certains sont découragés, allez créer des chaînes YouTube. Créer carrément des chaînes YouTube et si vous créez des chaînes YouTube, on va vous aider à faire monter vos audiences sur ces chaînes YouTube-là. Et ces chaînes YouTube est le réseau le moins attaquable. Ce n'est pas un réseau qui réagit comme TikTok ou Facebook où on bannit rapidement les comptes des gens. TikTok et YouTube, c'est un réseau très bien organisé. Donc, il faut aller sur YouTube. Vous créez des chaînes YouTube et moi, je pourrais me mettre à disposition pour venir aider certains à augmenter l'audience de leur chaîne YouTube. Tout ça pour nous mettre à l'abri des attaques. Effectivement, il y a déjà une radio qui est en ligne que nos frères de Rupture mettent à la disposition des blogueurs. Mais au-delà de cette chaîne radio, il faut que vous ayez vos propres canaux de communication. Et il faut créer des comptes YouTube, plusieurs comptes YouTube. Et YouTube, on n'a pas besoin d'avoir un compte pour aller sur YouTube. C'est comme pour aller sur TikTok, vous avez besoin de créer un compte. Pour aller sur Facebook, vous avez besoin de créer un compte. Pour YouTube, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte pour sur YouTube. Il suffit de vous connecter, vous cliquez sur YouTube, vous allez regarder ce qui se passe sur YouTube. Donc, il faut multiplier les comptes YouTube. C'est la suggestion que moi je tiens à vous faire. Nous, on essaye de multiplier nos comptes YouTube. Voilà un compte qui est là. Je vous ai dit d'aller vous abonner massivement. L'autre fois, c'est un de nos seconds comptes YouTube de relais. On va en créer un troisième. On a aussi des comptes TikTok de réserve. On a au moins actuellement 4 ou 5 comptes de réserve. Les comptes Facebook, les pages Facebook, on en a aussi. Mais je vous prierai pour être à l'abri des attaques par rapport au travail immense de sensibilisation que vous faites. Créer à côté de vos comptes TikTok et Facebook une chaîne YouTube. Et YouTube, c'est plus ou moins le meilleur en termes de classement, de classification. Et donc, il faut le faire. Et c'est le compte qui vous fera moins de tracas. Sauf si vous avez porter atteinte au droit d'auteur de quelqu'un. Vous avez joué une musique, vous avez fait quelque chose qui est frappé de droit d'auteur, YouTube va vous envoyer des messages pour vous dire il faut enlever ça. Eux, ils avertissent même plusieurs fois avant de prendre des sanctions. Donc, il faut aller sur YouTube. Et maintenant, pour donner de la visibilité à vos comptes YouTube, moi, je viendrai donner un coup de main si quelqu'un me sollicite. Il n'y a pas de souci parce que je sais que si je viens sur une chaîne, les gens viendront sur cette chaîne-là pour s'abonner. Donc, voilà ce que moi, je propose à tous ceux qui font les lives. Eux-mêmes, ils ont déjà certaines initiatives qui sont en cours. Je tiens à les remercier pour ces initiatives-là. Mais nous avons besoin d'avoir des canaux assez solides pour continuer à sensibiliser les Togolais. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous pour commencer ce live-là. Donc, voilà. Moi, je suis disponible. Ma petite crédibilité, je la mettrai à disposition de ceux qui voudraient bien me solliciter pour augmenter, c'est pas l'audience de leur chaîne s'ils en créent. Ceux qui sont dans la lutte, je ne parle pas de ceux qui sont dans les histoires. Ceux qui sont dans la lutte, on peut venir donner un coup de main. Il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez vous abonner sur l'Autre Voix TV. C'est une de nos chaînes de relais aussi, qui diffuse même actuellement aussi le live. Et voilà. Donc, je commence ce live-là. Le deuxième point que je voulais sur ce live-là, c'est de partager quelques préoccupations de certains Togolais avec vous. Je reçois énormément de messages. Bon, je vais les lire rapidement. Voilà le message d'un compatriote, une des préoccupations qu'il voulait que je partage avec l'opinion. Bonjour, M. Ferdinand. Bon, je vais élaguer les parties protocolaires. Nous venons respectueusement vers vous pour attirer votre attention sur la situation préoccupante du football togolais et plus largement du manque criard d'infrastructures sportives, notamment dans la zone Akoé. En effet, depuis l'incendie du marché d'Agoé à Sieyé, il y a maintenant près de 2 ans, un projet de récupération du terrain de football d'Agoé, la source, circule avec l'intention d'y ériger un nouveau marché. Ces derniers temps, les rumeurs et informations allant dans ce sens se multiplient et suscitent une vive inquiétude au sein des populations. Le terrain d'Agoé, la source, revêt pourtant une importance capitale pour la communauté. Il s'agit du seul terrain de football encore disponible dans la zone après la récupération du terrain de Togo-Grain. Ce terrain est le seul espace permettant aux écoles environnantes de dispenser les cours d'éducation physique et sportive, un cadre d'encadrement et d'épanouissement pour de nombreux jeunes et enfants passionnés de sport, un lieu d'organisation de multiples activités sportives et activités communautaires tout au long de l'année. Dans un contexte où le pays souffre déjà d'un grave déficit d'infrastructures sportives, la disparition de ce dernier espace serait un coup dur tant pour le développement du sport que pour l'encadrement de la jeunesse. Si le peu qui nous reste doit être supprimé, où irons-nous pour faire le sport? Que deviendront nos enfants et jeunes passionnés du sport?
Par ailleurs, il est important de souligner que le site initial du marché d'Agoué acier existe toujours, est vaste et demeure inexploité depuis l'incendie. Nous nous interrogeons donc légitimement pourquoi ne pas reconstruire le marché sur son site original. Pourquoi procéder à la récupération systématique des terrains de sport alors que des espaces prévus à cet effet sont disponibles et inutilisés? Au regard de ce qui se précède, nous sollicitons votre soutien et votre voix afin de porter ce plaidoyer auprès des autorités compétentes. Nous vous serons pleinement reconnaissants si vous pouviez évoquer cette situation lors de votre prochain live. Voilà. Donc, ce compatriote est inquiet. Il habite à Agoué. Il semble qu'il y a des manœuvres pour récupérer un terrain sur lequel les gens font le sport à Agoué, dans la zone d'Agoué, et pour y implanter un marché. Pour le moment, il n'y a pas de rumeurs, mais bon, au Togo, on sait que les rumeurs deviennent des clameurs. Donc, il dit que c'est le seul terrain qu'ils ont encore là-bas dans la zone d'Agoué pour faire du sport et il ne comprend pas pourquoi on veut jeter le dévolu sur ce terrain-là et les priver d'un lieu où ils font du sport. Donc, voilà, le message est passé. Il y a le compte de notre camarade aussi, compatriote Ditri, qui a été sauté. Tous ces comptes ont été bannis ces jours-ci. TikTok, Facebook et tout ça a été attaqué violemment d'ailleurs. Et donc, il a créé un nouveau compte TikTok de secours appelé Ditri 2. Donc, Ditri H à la fin 2. Donc, je vous prie aussi d'aller vous abonner à son second compte de secours, Ditri H2, qui est sur TikTok. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ensuite, j'ai reçu des messages des fidèles de l'église du christianisme céleste. D'abord, il y a une personnalité, un ancien qui m'a écrit pour me solliciter parce qu'il semble qu'ils ont un conflit actuellement. Et j'ai décliné la sollicitation parce que ce compatriote, ce monsieur voulait que je m'invite dans leur dossier pour essayer d'en parler. Je n'ai pas voulu parce que je me dis, on a déjà suffisamment de problèmes qu'on décortique pour aller parler d'une guerre dans une église. Et depuis 2 jours, j'ai reçu aussi 3 autres messages, toujours des gens de cette église-là qui me disent que oui, il y a le ministère qui a interdit leur pèlerinage à Ikoui et que bon, voilà, la liberté de religion est atteinte dans le pays et tout ça. Je voudrais juste dire qu'on a déjà trop de problèmes à régler, les problèmes de manque d'eau, les problèmes d'électricité, le chômage des jeunes, la misère, la pauvreté, la corruption, pour dépenser suffisamment d'énergie pour parler d'une guerre entre vous dans la même religion. Et moi, et comment je dirais ça, vous êtes les adeptes de l'église céleste du Togo, vous avez des problèmes, il faut invoquer le Saint-Esprit pour régler vos problèmes. C'est pas moi qui veux venir parler de vos problèmes sur la toile. On a trop de choses déjà à faire. Et puis, si vous adorez vraiment le bon Dieu, il vous donnera la sagesse de régler ce problème-là. C'est pas à moi de venir parler de ça sur la toile. Et donc, c'est ce que j'ai dit à la première personne qui m'a sollicité. C'est ce que je dis à ceux qui aussi viennent de me solliciter, que je ne vais pas m'inviter dans des problèmes de religion, tout ça. Ni Mile Subomaou, ni Mile Subole, en quoi remea. Ni Mativa no Watri, Kaka no Takon, Kaka, ni Ben Okoro, Kojumi, Kojurupi, et ni Pomian, no, le Chosipa Mikuton. Nous, on comme un idiot. Donc, nous, quand nous, Kaka, ni Matin, no, tu l'as doublé, ni assez comme un no. Niawe, Léo, et Niawe, les Kakama, ou Benya, Koutawi. Niato, tu as les Takon, Kaka, ministre va l'interdire, n'avait pèlerinage et des fouilles. Donc, Amini, là, Baba, Bognon. Et Niabou, les Nilabron, Niabou, les Togo, Tonti, Nilabron. Donc, Amini, on va pas sur énergie, avant nos Bognon, c'est l'Estorignon. C'est pas possible. Mais tout dit, Niato Bira, et Mito Bira, Niao, et Mito Bira, Tonton, Maousso, comme on peut faire, mais là, il y a des problèmes. Voilà ce que je voulais dire à ces gens qui me sollicitent pour que je m'invite dans leurs problèmes de conflit au niveau de l'église céleste du Togo. On continue. Alors, il y a la rapporteuse, si je peux l'appeler ainsi, spéciale des Nations Unies, qui a fait une publication ce matin sur le cas des prisonniers, politiques. Et les prisonniers, on en parle tous les jours. Et voilà, Mary Laula, c'est la rapporteure de Human Rights Defenders. Donc, elle a fait une publication ce matin, il y a 5 heures. Elle dit ceci, 7 ans de détention arbitraire, plus de 40 jours de grève de la faim. Je suis maintenant sérieusement préoccupé par la vie du défenseur des droits humains, Abdoul Aziz Gouma, et exhorte les autorités togolaises à le libérer avant qu'il ne soit trop tard. Donc, cette dame qui est, je pense, qui est rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme, avait déjà interpellé les autorités togolaises sur la situation préoccupante des prisonniers. Des gens qui sont en détention préventive depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et quand on parle de ces gens-là, effectivement, il y a les Aziz Kouma, il y a Jean-Paul Omoulou, il y a tout ce qu'on a arrêté dans le cadre de Tigre Révolution. Et à eux sont venus s'ajouter les personnes qui ont été arrêtées après les manifestations de 6 juin. Ensuite, il y a Grace Koumaï, Amavi Katanga, Madame Nyakade, tous ces gens-là aujourd'hui qui croupissent en prison et qui font l'objet de traitements inhumains et dégradants. Et même les appels des responsables des Nations Unies n'ont pas d'écho auprès des autorités togolaises. On ne peut pas comprendre que dans un pays qu'on qualifie de démocratique, même si nous savons que c'est une dictature, des gens sont en prison, sont en détention préventive depuis 7 ans. Donc voilà la liste de tous ces gens-là, les Sativi, les Afesio, tels que vous les connaissez, les Chimènes, tout ça, appelez-vous tous ces gens-là qui sont en prison. Et Ford Yassibé se promène à gauche et à droite, il fait des discours sans tête ni queue, comme ce qu'il allait dire au Ghana, que oui, que la colonisation, on doit dédommager, je ne sais même pas ce qu'il a raconté, que la colonisation, attends, je vais retrouver le titre, parce que il faut que je lui réponde vite en passant. Il se promène, il raconte des trucs sans tête ni queue, puisqu'il n'a rien à foutre dans son pays. Voilà, il dit oui, au Ghana, Ford Yassibé réclame un tribunal international pour les crimes coloniaux. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ford Yassingbe réclame un tribunal international pour les crimes coloniaux. Ah oui? Mais si on prend seulement le Togo seul, on a connu la colonisation allemande et la tutelle française. Ça fait quoi? 80 ans de domination coloniale. Mais les 60 ans du régime de Yassingbe ont fait plus de 10 fois plus de morts que la colonisation.
Les 60 ans de règne d'Enyasingbe ont fait plus de morts que les 80 ans de la colonisation. Ça, c'est un. Deuxième chose, les 20 ans de gouvernance de Faure Gnassingbé, il y a eu plus de morts que l'ensemble de la période coloniale au Togo. Puisque Faure a accédé au pouvoir avec au moins minimum 1000 morts. Depuis 20 ans, il y a eu des morts, des disparitions. Les morts directes, les morts indirectes. Et lui, il ne s'est pas foutu, depuis 20 ans qu'il est au pouvoir, de juger les criminels que son régime a causés. Et il cherche un tribunal pour les criminels de la colonisation. Vous voyez comment il joue comme il n'a rien à faire dans son pays. Il se promène, il raconte des histoires. Il pense qu'il parle aux gens qui... Quand il a quitté le panafricanisme, maintenant il cherche un tribunal pour juger les crimes de la colonisation. La CVJR, les vraies conclusions de la CVJR de Monseigneur Bariga, vous les avez laissées où, M. Faure Gnassingbé? Les vraies conclusions de la CVJR, vous les avez laissées où? Ceux qui ont tué les petits Jojo là, le 6 juin, vous les avez déjà jugés? Ceux qui ont tiré sur les enfants le 6 juin, vous les avez déjà jugés? Les gens qui ont tué à Dapaon, Anselme et Douti Sinandare, vous les avez déjà jugés? Ce sont des élèves, ils méritent la vie. Ce n'est pas la colonisation qui les a tués. Ceux qu'on a tués dans les quartiers, et ben tout ça, ceux qu'on a tués à Takmame, ceux qu'on a tués à Sokoré, ceux qu'on a tués un peu partout, sous votre père et sous vous, vous les avez déjà jugés? Il y a déjà un tribunal pour s'occuper de ça. En 2005, il y a eu tellement de massacres que des organisations de la société civile ont déposé des plaintes devant les tribunaux au Togo. Le régime a instruit les tribunaux de ne jamais donner une suite à ces plaintes-là. Et ces ONG, ces ODDH ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO a rendu des arrêts. Le Togo refuse de les appliquer. Et tu sors gaillardement pour venir nous dire, au Ghana là-bas, que oui, toi tu réclames un tribunal pour les crimes de la colonisation. Mais tu devais réclamer un tribunal pour les crimes de ton propre pays d'abord. Les crimes de ton régime. Les crimes de ton régime. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, toi, Faure Gnassingbé, tu sais qu'on doit juger des crimes. Quand il y a crime, il doit y avoir jugement. Donc, tu es conscient que quand il y a des crimes, il doit y avoir un jugement. Et depuis 20 ans, tu refuses de juger les gens ou de mettre en place un tribunal pour juger les gens qui ont commis des crimes sous ton règne. En 2017, tous les massacres qu'il y a eu à Sokoré, tu n'as pas réclamé un tribunal. Donc, c'est les Blancs qui ont tué pendant la colonisation et qui sont déjà morts. Leurs os même se sont déjà décomposés. C'est eux que tu veux juger. C'est les Blancs qui sont morts depuis 80 ans, 100 ans. On ne retrouve même plus leurs os. C'est eux que tu veux juger. Mais ceux qui ont tué au Togo, pour que toi tu gères le pouvoir, tu les protèges. Ils sont vivants, tu les protèges. On a déjà jugé les criminels de Davio Amoré. Ceux qui ont tiré sur Jikri Soudou, vous les avez déjà jugés. Ceux qui ont massacré le 25, 26, 27 janvier 94, 95 ans, vous les avez déjà jugés. La lagune de Baie, vous les avez déjà jugés. Il faut arrêter de faire de la comédie. Il faut arrêter de faire de la comédie. Il faut travailler dans ton pays. Arrête d'aller dans les pays pour raconter des histoires. C'est vrai qu'après 20 ans de pouvoir, il semble que tu as tellement bien gouverné le Togo que le Togo est devenu trop petit pour toi. Tu veux gouverner l'Afrique. C'est bon. C'est ce qu'on remarque, c'est ce qu'on sent. C'est-à-dire, en 20 ans de pouvoir, tu as tellement gouverné le Togo que le Togo est devenu tout petit. Le Togo, c'est un couloir, c'est un pays très étroit. Donc, tu veux gouverner les autres pays, tu veux gouverner toute l'Afrique là, et tu veux commencer par l'Afrique de l'Ouest. Tu as déjà tes amis de l'AES, tu leur donnes des ordres, tu veux ajouter le Bénin, tu vas ajouter peut-être le Ghana, tu vas ajouter la Côte d'Ivoire. Donc, tu veux diriger toute l'Afrique pour exporter dans ces pays l'expertise que tu as eu à faire au Togo. La manière dont tu as bien gouverné le Togo, tu veux l'exporter dans les autres pays. C'est une bonne chose. Mais nous, les Togolais, on te dit, concentre-toi sur le Togo, man. Il faut travailler sur le Togo, man. Voilà. C'est tout ce que les Togolais te demandent. Travaille sur le Togo. Arrête d'aller faire des discours sans tête ni queue. Vous avez fait le panafricanisme, ça a donné quoi? Vous avez fait le sommet sur le panafricanisme, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Depuis 3 jours, la vie des Togolais a changé. Le pays a changé. Il semble que vous avez mis au moins quelques milliards dans ce sommet. Je ne sais pas réellement le montant, mais il semble que ça a englouti quelques milliards. Ces milliards-là, on aurait pu en faire quelque chose. Les gens sont repartis. Ça a changé quoi? Maintenant que les gens sont repartis, tu vas au Ghana, tu sors encore un autre dossier, tu veux parler de tribunal pour les crimes coloniaux. Mais il y a les crimes de ton régime, les crimes du régime de ton père. Il faut créer un tribunal d'abord au Togo, man. Enfin, mais c'est Faure Gnassingbé qui est en train de barricader le pays. Pendant qu'il parle de tribunal, il barricade le pays. Aujourd'hui, il ne fait pas seulement comment on appelle ça? Il ne creuse pas seulement l'étranger. Et c'est ça qui est vraiment paradoxal. Faure Gnassingbé essaie de devenir le chantre du panafricanisme, mais avec ses voisins, il a des problèmes. Avec le Bénin, on a entendu plus ou moins ce qui s'est passé. Avec le Ghana, il creuse les tranchées. Vous avez vu à Lomé, Casablanca, Atito Gomé, tout ça, on creuse les tranchées partout. Des tranchées qui sont de 3 mètres de profondeur et de 4 mètres de large. Mais ce n'est pas seulement Lomé qui fait les tranchées. Il fait les tranchées jusqu'à Guérékouka. Quand vous arrivez dans la zone de Guérékouka, Bassa, les villages qui sont à la frontière, Kachamba, tout ça, il est en train de faire de larges tranchées là-bas. Ce n'est pas une zone qui est connue comme une zone menacée par les djihadistes. S'il fait les tranchées à la frontière avec le Burkina, d'accord, là, il faisait les tranchées là-bas, ça c'est normal, mais il fait les tranchées vers la frontière avec le Ghana, je ne sais pas comment vous appelez ça, Guérékouka, les villages qui sont là-bas, ils sont en train de faire des tranchées, de longues tranchées, avec profondeur 3 mètres, largeur 4 mètres, je ne sais pas, il veut clôturer le pays, voilà, il est en train de clôturer le pays, il veut faire du pays une prison à ciel ouvert, donc il fait des tranchées. Donc, l'argent qu'on doit utiliser pour construire les hôpitaux, pour faire les routes, lui, il utilise cet argent-là, et pour faire des tranchées, tout autour du pays. Ceux qui sont dans cette zone, vous pouvez le vérifier. Je parle de Vert, Bangéli, Kachamba, tout ça. Ils sont en train de faire des tranchées là-bas. Donc, ce n'est pas seulement Lomé qui fait les tranchées, il fait les tranchées partout où on ne sait pas de quoi il a peur, mais il fait des tranchées. Et ça, c'est le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est de faire un sommet pour dire, nous sommes ensemble, mais le lendemain, on creuse des trous
hein, aux frontières tracées par le colon. Vous imaginez? Des gens viennent nous dire, ah oui, il est temps que les Africains se prennent en charge. Il faut que l'Afrique soit, je sais pas, un même espace, machin, tout ça. Le lendemain, ils creusent des tranchées sur les frontières, laissées par les colons. Ils creusent les tranchées sur les frontières laissées par les colons. Donc, ce n'est pas seulement à Lomé qui fait les tranchées. Il fait les tranchées à l'intérieur du pays. Peut-être qu'il n'a pas encore commencé du côté du Bénin, parce que là, il y a le Mouno, sur toute la partie sud, donc ce serait difficile de faire les tranchées. Mais sur la partie ouest, avec le Ghana, il fait les tranchées partout. Donc, il est en train de clôturer le Togo, puisque c'est sa propriété privée. Donc, nous sommes ces sujets, il clôture le pays, lui-même s'est barricadé à Lomé, renforcé sa sécurité 1000%, il y a des armes partout, à son domicile, là-bas, Lomé 2, c'est purement un camp, une citadelle imprenable. Il a doublé les effectifs de sa garde rapprochée et tout, et maintenant dans le pays, il fait les tranchées. Il vit dans une bulle. Il vit dans une bulle. Vous imaginez? Il vit dans une bulle. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai tenu à revenir sur ça pour parler un peu de cette histoire de prisonniers qui sont là. Les gens qui allaient au sommet sur le panafricanisme à Lomé, ils nous disent que c'est le moment d'aller plaider pour qu'on libère les prisonniers. Ça fait une semaine que les gens sont partis du sommet, on n'a pas encore libéré les prisonniers, même s'il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des discussions pour que Kwacha sorte de prison. Ce n'est pas encore concret, mais il y a plein d'autres prisonniers qui sont là. On continue d'arrêter d'ailleurs les gens. Il y a encore d'autres jeunes qui ont été arrêtés ces jours-ci. Plusieurs jeunes qu'on soupçonne d'avoir participé aux dernières manifestations ou d'être mobilisés pour les manifestations ont été récemment arrêtés à Lomé et un peu vers le Bamono. Et ces gens-là ont été acheminés vers le SCRIC, ils sont en train d'être interrogés. Donc, tous les jours que je fais, ils continuent d'arrêter tous ceux qui défient son pouvoir. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette histoire de prisonniers. Autre chose, Novici. Beaucoup de choses ont été déjà dites sur Novici. Beaucoup de gens ont fait des lives depuis quelques jours. Faure Gnassingbé, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, peut-être ensemble on va décortiquer un peu Faure Gnassingbé. Parce que ceux qui nous ont vanté Faure Gnassingbé en 2005, nous ont présenté un jeune homme qui a fait des études d'économie, de brillantes études d'économie. On nous a dit il a fait la France, il a fait l'université aux États-Unis, il a fait l'économie. Mais depuis 20 ans que Faure au pouvoir, je ne l'ai jamais entendu développer une théorie économique. Je ne l'ai jamais vu se prononcer sur des questions économiques. Vraiment dans une posture, je sais pas, décontractée, nous parler un peu d'économie, nous dire vraiment quelle est vraiment son orientation, sa vision du monde. Est-ce qu'il est marxiste? Est-ce qu'il est keynésien? Est-ce qu'il est de l'école de Adam Smith? Est-ce qu'il est, je sais pas, de telle école? Parce que au moins on sait que Ouattara il a fait le FMI, il est libéral et il croit à l'économie du marché. Donc Talon c'est pareil. On sait qu'au Ghana c'est le socialisme. Donc il y a plus d'approches pour soulager les populations. Mais Faure Gnassingbé depuis 20 ans, on ne sait pas réellement quelle est la théorie économique qu'il applique pour développer le Togo ou pour travailler. On ne sait pas, puisqu'on n'a jamais entendu parler. On ne sait pas. C'est vrai que son parti unir un partenariat avec les Chinois, sauf que les Chinois sont aujourd'hui communistes sur le papier, ils sont plus capitalistes dans la réalité, et les Chinois, corruption c'est zéro, hein, et tu prends l'argent public, on t'exécute. C'est le contraire de unir. Maintenant, quels sont les livres d'économie que fera lui? Parce que moi, j'ai un problème. C'est pour en venir à Novici, j'ai un problème. Le problème est que, quand on était encore sur les bancs de l'université, au moins, ceux qui ont étudié que ce soit le 3, ceux qui ont fait la FASEC, ceux qui ont fait l'histoire, ceux qui ont fait la sociologie, je pense la sociologie politique, ont quand même étudié l'économie. Moi, je me rappelle, on avait fait de très beaux chapitres d'économie pour découvrir les grands penseurs de l'économie. Ça s'appelait l'histoire des faits économiques et sociaux. On appelait ça en histoire le HFES. Je pense que c'est la même chose en droit. Je ne sais pas en français comment ça s'appelait. Mais ce sont des matières qui vous permettent de vous familiariser avec les théories économiques, de décrypter les grands théoriciens, les penseurs et tout ça, et de comprendre comment le monde évolue. Alors, moi, je veux savoir quel est aujourd'hui, je ne sais pas, il est le symbole de quoi? Il est social-démocrate? Il est socialiste? Il est quoi? Il est communiste? Je ne sais pas, il faut qu'il nous dise. Parce que la manière dont lui, l'économiste, il gouverne le Togo, avec les décisions qu'il prend, on est bien en droit de se poser la question si il lit les livres économiques ou bien c'est les SAS qu'il lit qu'il applique. Parce que ce qui est en train de se passer avec Novici, c'est ce qu'un vrai économiste, celui qui a étudié l'économie, ne doit pas faire et ne peut pas faire. Vous savez, il y a encore 25 ans, et Yadema, qu'on dit n'avoir pas été à l'école, c'est lui qui utilisait cette méthode-là, par les marches de soutien. Quand Yadema était en difficulté à partir des années 90, jusqu'à la fin de sa vie, c'est lui qui a sorti une méthode qui consiste à distribuer de l'argent à acheter les consciences. Donc, chaque jour ou chaque week-end, les gens faisaient des marches pour aller à Lomé 2, et Yadema distribuait de l'argent liquide. On donne 100 millions, 200 millions, les militaires prennent leur part, ils frappent les gens, on distribue 5 000 aux gens et les gens rentrent à la maison, parfois épuisés, certains perdent leurs chaussures, certains perdent même la vie. Et chaque semaine,
Quand nous, on était au campus, certains de nos camarades n'étaient jamais dans les amphis. Ils étaient toujours sous les arbres là-bas. Les arbres qui sont en face de l'OME2, c'est la salle d'attente de l'OME2. Donc, ces gars, ils restaient là-bas. Ils écrivaient les discours pour les gens qui venaient pour aller chez Yadima. Ils écrivaient les discours et puis, il faut leur donner de l'argent. C'était des champions en discours, quoi. Eux, ils savaient les termes que Yadima aimait, comment il faut le magnifier, il faut le flatter, tout ça. Donc, ils écrivaient les discours pour les couches de population qui veulent aller lire l'émotion à l'OME2, moyennant 100 000, 200 000. Donc, c'était fait dans les universités sous les arbres là-bas. Ils n'ont jamais eu de diplôme. Ils sont repartis. On les connaît. Et Yadima fait ça jusqu'à sa mort. Et le milliard que Yadima a déversé dans les manifestations de soutien à Lomé, à l'intérieur du pays. On se rappelle même qu'à Dapaon, les gens avaient manifesté pour dire qu'ils n'avaient pas vu des cadavres sur la plage de Dapaon. Et donc, cet argent que Yadima a dépensé n'ont jamais changé le quotidien des Togolais. Cet argent, ces milliards que Yadima a dépensé n'ont jamais changé le quotidien des Togolais. Et bien maintenant, Yadima meurt fort en prenant le pouvoir, a dit, lui c'est lui, moi c'est moi. On voit aujourd'hui qu'il fait pire même que le papa. Et il retourne aux anciennes méthodes. Parce que ce que Ford est en train de faire avec Novici, c'est ce que son père faisait de façon informelle, distribuer l'argent aux gens. Et quelqu'un qui a fait l'économie ne peut pas faire ça. Parce que quelqu'un qui a étudié, qui a fait l'économie, il sait qu'au lieu de distribuer de l'argent frais et de laisser l'impression à l'opinion que l'État reste une providence, donc il y a de l'argent qu'on peut distribuer aux gens, vers la fin de l'année, c'est de payer par exemple le 13e mois pour les fonctionnaires, c'est de diminuer les prix de carburant, le prix du gaz butal, de diminuer le prix de l'électricité pour impacter les populations. Un vrai économiste sait sur quel levier jouer pour impacter les populations. Diminuer le prix du gaz, le prix de l'électricité, le prix de je ne sais pas quoi, le prix de l'eau. Même l'eau, il n'y en a pas. À Kara, chez Fondasimé, Kara, il n'y a pas d'eau. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau là-bas. Les gens se lèvent, les gens vont devant les forages et les puits pour chercher de l'eau. Chez lui. Donc, lui, en tant qu'économiste, les leviers sur lesquels il devait jouer, c'est de payer le 13e mois pour les fonctionnaires, d'augmenter à la fin de l'année le SMIG, de dire oui, on a avancé un peu, le pays a eu un peu d'argent, j'augmente le SMIG. Je veille à ce que le SMIC soit appliqué. Je paye le 13e mois. Je diminue le prix du carburant, essence et tout ça. Je diminue le prix du gaz butal. Je diminue le prix de l'électricité. Je diminue le prix de l'eau. Et c'est ça qui peut impacter sur la population. Mais il n'a pas pensé à ça. Il est parti prendre de l'argent chez la Banque mondiale. Parce que c'est un prêt. Hein. C'est un prêt. Même si on dit c'est un don, c'est un prêt. Chez la Banque mondiale, et il est en train de distribuer ça comme un Père Noël. C'est de l'argent. Et c'est le moment d'interpeller ces gens-là. Système de la Banque mondiale, AFD, tout ça. Vous êtes des corrompus. Corrompus. AFD, Banque, je ne sais pas comment ça s'appelle, Banque africaine de développement, ou je ne sais quoi, vous êtes des corrompus. Vous ne pouvez pas venir donner de l'argent, faire des prêts à un pouvoir qui va distribuer de l'argent aux gens. L'État, ce n'est pas une ONG. L'État, ce n'est pas une association. L'État, ce n'est pas le Secours catholique. L'État, ce n'est pas la Fondation Abbé Pierre. Même le Secours catholique ne donne pas de l'argent. La Fondation Abbé Pierre ne donne pas de l'argent. Donc, vous vous levez comme ça, et puis vous distribuez de l'argent aux gens, sachant que les 5 000 que les gens vont recevoir n'auront aucun impact sur leur vie. Aucun impact. Même pas. Aucun impact. Et c'est ce qu'un homme censé ne doit jamais faire, aller distribuer de l'argent. Mais comme il est dans les traces de son père, parce que son père en distribuait de façon informelle, lui, il distribue de façon formelle. Parce qu'il est en difficulté. Son père aussi était en difficulté, c'est pour ça qu'il distribue de l'argent. Lui aussi, il est en difficulté, il distribue de l'argent. Mais cet argent qu'il distribue ne vient pas de sa poche. Il est parti faire un prêt à la Banque mondiale et à l'AFD, que nous allons payer. Et des gens applaudissent ça. Des gens applaudissent ça. Ce n'est pas normal. Alors, autre chose. Je vais m'occuper des institutions internationales après. Banque mondiale, FMI, AFD, tout ça. Les conneries qu'on fait au Togo là. Le plus de vos magouilles qu'on fait au Togo. Il faut qu'on commence par vous taper dessus sérieusement. Parce que ce qu'on fait au Togo, vous ne le faites pas dans les autres pays. Vous ne le faites pas dans les autres pays. Il faut qu'on commence par vous taper sérieusement dessus. Vos représentants de Pulite, tout ça, qui viennent au Togo, qui repartent riches là. Ils deviennent très riches. Il y a une Sénégalaise qui était passée au Togo, Pulite, elle a ramassé tellement d'argent, elle a construit des immeubles à Dakar partout. Avec la complicité des gens qui corrompus. Il faut qu'on commence par vous tirer les. Attendez, on viendra sur votre cas l'année prochaine. Mais là, on s'occupe des fautes pour le moment. Et donc, on veut distribuer 3 milliards 500 millions à 700 000 personnes. Vous savez ce que 3 milliards 500 millions peut faire pour avoir plus d'impact sur la population? Première chose, les centres médico-social. Pour construire un centre médico-social, il faut minimum 100 millions. C'est-à-dire un petit centre de santé. Je vous ai montré la dernière fois le centre médico-social de Haoto qui est en délabrement. Pour construire un centre médico-social, il faut minimum 100 millions. Avec tout, groupe électrogène, forage et tout. À la limite, il faut 120, 130 millions. Combien de centres médico-social on peut construire dans les 3 milliards 500 pour changer la vie des populations à l'intérieur du pays? Si vous prenez les 3 milliards 500 millions qu'il est en train de distribuer aux gens, combien de centres médico-sociaux qu'on peut construire sur l'ensemble du territoire, de Dapaon à Lomé? Combien de centres médicaux on peut construire? Vous pouvez écrire ça dans les commentaires. Si nous partons sur la base de 100 millions par centre médical, combien de centres médicaux on peut construire? Ça, c'est un. De deux, pendant longtemps, une trentaine de centres médico-sociaux pour sauver les Togolais, pour permettre aux gens de se soigner, pour amener l'hôpital dans les villages, dans les localités. Mais vous prenez cet argent, vous distribuez aux gens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai fait un plaidoyer plusieurs fois dans mes lives que ce n'est pas normal qu'en 2025, la Caisse nationale de sécurité sociale, dirigée par Ingrid Awade, l'autre femme de Fond Nassimbe, qui prend l'argent dans les caisses de la Caisse nationale de sécurité sociale pour construire les villas pour les milliardaires, pour construire une brasserie pour elle et ses amis, pour faire tel projet. Mais les enfants, l'allocation familiale est à 2000 francs CFA. Depuis 1972 ou 60 combien là? Allocation familiale.
et Vibega, les Togois, Kotokwa me fait, depuis 1972 à 70, Kotokwa me fait 2000 francs. Ça fait combien d'euros? 3 euros, c'est pas quoi. 2000 francs, allocation familiale, par enfant. Donc, j'ai dit plusieurs fois ici, avec les milliards que la caisse de sécurité sociale, 4 euros, voilà, avec les milliards que la caisse de sécurité sociale engrange, qui permet à Ingrid de faire la folie qu'elle fait là, porter au moins l'allocation familiale à 10 000 francs pour les parents. C'est pour ça que je vous parle de théorie économique. Je vous demande, Ford Yacibé, il est allé à quelle école? Parce que si il maîtrise les théories économiques, au moins il devait savoir, pour agir sur les leviers et atténuer la misère des populations, au moins il peut augmenter l'allocation familiale. Encore que la caisse de sécurité sociale ne prend que 5 enfants ou 6 enfants jusqu'à 18 ans. Donc, si on augmente l'allocation familiale de 2 000 francs CFA à 10 000, au moins, ça va soulager les parents. Et ça va soulager particulièrement nos frères militaires qui font tellement d'enfants. Je parle aussi à vous les militaires. Mais on sort et vit il dit les caisses ça. Il y a un militaire, il a regardé bon. Parce que, il y a un dit bon. Mais et via ma c'est pas combien tout ça là. Au moins, non, 60 000 francs là. Sauf que il y avait salaire là. Vous pouvez faire quelque chose avec ça. Ou bien vous pouvez payer un loyer avec ça. Mais on donne 2 000 francs par enfant. Mais ceux qui gèrent la caisse de sécurité sociale sont des milliardaires. Ils construisent des villas pour milliardaires. Ils investissent dans la brasserie. Ils mettent de l'argent dans la Lonato, dans des conneries. Fort même, la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est une caisse noire pour Ford Yacibé. Vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. La Caisse nationale de sécurité sociale, c'est une caisse noire pour Ford Yacibé lui-même. Quand il a besoin de faire passer certaines écritures, il appelle là-bas et on fait passer les écritures. C'est pour ça qu'il tient à mettre un de ses protégés là-bas. Donc, cet argent ne profite jamais aux travailleurs, aux fonctionnaires, à leurs enfants. Donc, au lieu de distribuer de l'argent, augmenter ne serait-ce que l'allocation familiale pour les enfants, l'allocation pour les enfants serait un moyen, quand on est un bon économiste, de jouer sur les leviers et d'avoir un impact sur la population. Vous avez des milliers de gens qui sont des dockers, qui sont dans les zones franches, qui n'ont pas de contrat, qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont rien. Un chef d'État qui est soucieux du bien-être des travailleurs, ceux qui dépensent leur énergie, de leurs bras, pour faire tenir le pays. Le souci de ce chef d'État, en fin d'année, c'est de penser à ces gens-là. De dire, je donne des instructions à mon ministre du Travail pour qu'aucun Togolais ne soit un temporaire, je sais pas quoi, un intérimaire à la zone franche. Que des gens qui sont des dockers au port, qu'on leur fasse des contrats, qu'on les déclare à la caisse de sécurité sociale, qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. C'est ça un chef d'État. C'est ça un chef qui se préoccupe de sa population. C'est pas quelqu'un qui est là, qui se promène, qui va marcher sur les tapis rouges et qui va faire les discours, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, votre histoire de novice, c'est un scandale. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Les gens ont commencé par prendre l'argent il y a 3 jours. Si vous demandez aux gens, aujourd'hui dimanche, s'ils ont encore un reliquat de 5 000, ils n'ont rien. Avant qu'on regarde jeudi à l'homme mercredi au top à Romania, avant qu'on regarde jeudi à les millions et bébé, 5 000 courroies, ne tiennent direct comment. Il n'y a rien. Commis, il n'y a plus rien. Ils ont déjà bouffé ça. Donc, on a dépensé 3 milliards comme ça, 600 millions en l'air comme ça. Et Sandra Johnson, qui se dit économiste, docteur, je ne sais pas en quoi, je ne sais pas où elle a son doctorat, elle est là, fait des discours comme une liseuse de motion. Oui, qu'il faut féliciter le PC. Elle lisait comme une. Mais c'est-à-dire, tu te poses la question, c'est quoi les hommes de valeur qui entourent Ford Yacibé? Parce qu'un chef, il peut avoir moins de compétences, mais le manque de compétences du chef peut être compensé par son entourage. Les Sandra Johnson là, c'est quoi leur plus-value qu'elles apportent en termes de réflexion? À part lire les discours et donner le nom de Ford Yacibé 10 fois dans ce même discours. Oui, il faut féliciter le PC, il faut faire ceci, il faut féliciter Ford Yacibé. Son excellence Ford Yacibé. Mais on nous dit qu'elle est économiste, hein, qu'elle a un doctorat d'économie. Elle signe sur la toile PhD. Mais ça veut dire distribuer l'argent. Quand tu prends l'entourage de Ouattara, bien que Ouattara lui-même est un monument, parce qu'il a fait le FMI, il a fait la Banque centrale, donc c'est un grand monument. Mais autour de Ouattara, tu vois des gens comme les Pati Kachi, qui enseignent à Harvard et parfois au MIT. Tu vois des éminences grises qui ont fait Polytechnique, qui ont fait ci, et peu partout. Il a rassemblé les meilleurs. Tu prends Patrice Talon, tu as autour de Patrice Talon des gens comme Koubaki, qui ont fait la BCAO, qui sont des cerveaux, qui sont dans l'ombre. Tu as les jeunes comme les Ouattani, mais tu as de grands cerveaux. Mais autour de Ford Yacibé, c'est je sais pas, c'est un ramassis de n'importe quoi. Des arrivistes, des prétentieux, des gens qui n'ont aucune substance. Il m'a été rapporté que les gens étaient à Washington pour aller solliciter la Banque mondiale, mais ils n'étaient pas capables de décliner ce dont le pays a véritablement besoin. Ils étaient seulement là à dire que oui, le pays souffre, il faut donner l'argent et la misère. Mais il y a la misère dans tous les pays au monde. Mais il y a la misère dans tous les pays au monde. Donc, quand vous prenez l'entourage de Ford Yacibé, à part lui-même, ceux qui l'entourent là, cherchez un peu leurs compétences réelles. Où est-ce qu'ils ont une fois travaillé? Certains, ils sont ministres depuis 20 ans, donc ils n'ont jamais travaillé ailleurs. Ils n'ont jamais travaillé en entreprise, ils n'ont jamais travaillé dans une grosse boîte, ils n'ont jamais fait preuve d'une vie professionnelle réussie. C'est des gens qu'on a mis comme ça dans la politique pour les besoins de la cause. Ce pas des gens qui ont travaillé dans des grosses boîtes, hein, de grosses boîtes, des banques, tout ça, en dehors de ce qu'on a ramené de l'UMOA. Mais vous n'avez pas des gens qui ont travaillé dans de grosses boîtes où il y a la rigueur, il y a les résultats au bout de la démarche. Donc, ces gens-là, c'est des ramassis de n'importe quoi. Et donc, ils se donnent eux-mêmes des diplômes, je ne sais pas où on les ramasse. Et c'est eux qui vont lire les discours à la con, comme Sandra Johnson qui dit oui, le président pensait à eux distribuer de l'argent. Dans quel pays l'État se lève et distribue de l'argent? Dans quel pays? Donc, moi, votre histoire de novice là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais moi, je pense qu'il y a des leviers sur lesquels on aurait pu jouer
pour atténuer la misère des Togolais. Parce que le Togo a des dettes à payer à partir de janvier. Ils vont augmenter les frais de beaucoup de choses. À partir de janvier, vous allez vous retrouver avec l'augmentation des prix de l'électricité. Déjà, on a des difficultés à avoir de l'eau potable, le carburant. On ne sait jamais. Ils peuvent l'augmenter parce qu'on est là tellement actuellement dans le monde là, il y a des guerres partout. S'il y a une prochaine guerre quelque part, il y aura un choc économique mondial. Donc voilà là où on en est. Et donc les gens applaudissent ça. Nous-mêmes là, on donne de l'argent aux gens au pays. On donne de l'argent aux gens au pays. Mais l'État ne peut pas se mettre au niveau des particuliers, des ONG pour distribuer de l'argent aux gens au pays. Moi, j'ai une caisse sociale à Lomé où je donne de l'argent aux gens. Pas grand-chose, mais je soulage les gens. Je le faisais depuis que j'étais au pays, je le fais toujours. Donc l'État ne peut pas se lever et distribuer de l'argent, comme les particuliers, comme des ONG et tout ça. Si on prend les 3,5 milliards, on peut construire 30 CMS, centres médico-sociaux, sur l'ensemble du pays. 30. Si on prend les 3,5 milliards, on peut construire 30 centres médico-sociaux. Et donc, aider les gens à se soigner mieux. Si on veut agir, on peut demander à la Caisse de sécurité sociale, on peut demander à Ingrid d'arrêter de piocher beaucoup, fort lui-même, et de augmenter les frais d'allocation familiale des enfants. À la fin, Faure Gnassingbé, il rencontre à qui? Donald Trump, il a fait un bilan à mi-parcours de ses 1 an de pouvoir, parce que bientôt il fait 1 an de pouvoir. La dernière fois, il a fait une réunion avec tous les grands groupes qui vendent les médicaments pour un plaidoyer pour diminuer le prix des produits pharmaceutiques. Donald Trump est tout le temps sur les médias pour parler de ce qu'il fait pour le pays. Même s'il y a des choses à lui reprocher, même s'il fait des bêtises, mais au moins il parle tous les jours aux Américains. Mais c'est quelqu'un qui a 78 ans. Ou bien, je ne sais pas si c'est 78 ans, soit combien. Donald Trump a 78 ans. Mais tu ne sais pas à quel moment il dort, mais il est tout le temps sur les médias, en train de faire des discours, tantôt dans telle ville, tantôt ici, en train de parler aux Américains. Même s'il fait des choses dont on n'est pas d'accord, 79 ans. Donc il est là, il est solide. Faure aura 60 ans l'année prochaine. Il n'est pas capable d'inviter les syndicalistes pour venir discuter. Faure, en 20 ans de pouvoir, il ne s'est jamais rendu à l'université de Lomé, ni à l'université de Pia ou de Kara, qui est à côté de leur château là-bas, pour parler avec les étudiants, pour parler avec le corps enseignant, pour dire de quoi avez-vous besoin, comment va l'université, quelles sont les filières de formation porteurs, où est-ce qu'on peut investir. Donald Trump, qui a 79 ans, il dort, il se réveille tôt, il parle tous les jours aux Américains, parce qu'il sait qu'il est à la tête d'un pays, il doit rendre compte. Faure Gnassingbé, il est où dans tout ça? Il est plus jeune, mais il dépense son énergie dans quoi? Il ne parle jamais de son bilan au peuple togolais. Dans quoi il met son énergie et il n'est pas capable de recevoir les syndicalistes, de recevoir l'ordre des pharmaciens, de recevoir les avocats, de recevoir par exemple, je ne sais pas qui, les architectes pour parler développement. Où est-ce qu'il passe son temps? Il regarde quoi? Il voit quoi? Il lit quoi? Il compare quoi? Il s'inspire de quoi? Parce que Faure, il a fréquenté tout le monde. Hein. Faure, c'est un ami de Kagame. Vous avez appris qu'il a pu puiser quelque chose pour développer son pays de Kagame. Il prenait Kagame pour un modèle. Après envoyer les opposants en prison, là, avec Kagame, ils sont sur la même longueur d'onde. Mais en termes de développement, vous avez vu qu'il s'est inspiré de quelque chose au Rwanda pour faire le Togo, pour dire, ce quartier-là, je veux le changer. Ici, je vais changer, ici, je vais développer tout. Je vais investir ici. Je vais changer l'environnement de la ville. Nous sommes à 4 jours de la fête de Noël. Vous qui êtes à Lomé, vous avez l'impression que les Togolais préparent la fête. Actuellement, à on parle. Vous avez l'impression que les Togolais préparent la fête. Même avec leurs 25 000 francs, les Togolais préparent la fête. Quelqu'un m'a dit même que la chanson de Noël, même ça se fait rare. Que les chants de Noël même n'existent plus. Que c'est la misère partout. Les gens ont les visages fermés. Que même les chansons de Noël, ça n'existe pas. Donc lui, il met l'argent où? Actuellement, il y a les opérateurs économiques qui sont en train de souffrir. Beaucoup cette année ont fermé leurs entreprises. Parce que la dette intérieure n'est pas payée. Or, quand tu te dis économiste, tu sais que pour injecter l'argent dans le circuit économique national, il faut payer les entreprises nationales. Il faut payer la dette intérieure qui permet aux entreprises de continuer par embaucher, d'employer les gens et de dépenser de l'argent. Aujourd'hui, la plupart des petites et moyennes entreprises qui sont à Lomé, mais qui appartiennent aux Togolais, sont en train de fermer. Certains ont fermé parce qu'ils ont des factures au trésor public qui ne sont pas payées. Comment vous pouvez relancer la consommation quand vous ne payez pas la dette intérieure? J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message, je vais vous lire ça. Même sur le plan politique. Franchement, je ne sais pas quelle école économique, Faure n'a pas vous citer un seul professeur d'économie qu'il a eu aux États-Unis. On va vérifier. Oui, j'arrive, tu peux pas. On va terminer par là, tu peux passer la vidéo de Zongo, t'inquiète. J'arrive. J'ai un message ici que je vais lire. Je vais lire. J'arrive. Voilà un message que je partage avec vous sur la question de la dette intérieure. Mais ça, c'est lié un peu à la politique. Quelqu'un m'écrit ceci, que, cher Ferdinand, nous sommes confrontés à un problème. Nous avons été prestataires de plusieurs partis politiques lors des dernières élections de 2024. Et ces partis politiques ont promis rembourser et payer leurs factures. Mais depuis, rien. Les cautions déposées par les partis politiques et les mouvements politiques dans le cadre des élections législatives de 2024 ne sont pas encore remboursées. Alors que certains partis politiques ont pris des engagements auprès des prestataires qui ont confectionné leurs articles de campagne. Jusqu'à présent, le DC, je pense que c'est le directeur de cabinet du ministère, je pense des Finances, dit qu'elle fait le suivi du dossier pour le remboursement. Jusqu'à présent, rien. Il faut vérifier cette information pour savoir si vous pouvez nous aider. Voilà. Donc, vous avez tellement d'opérateurs économiques aujourd'hui qui ont des factures qui sont au trésor, ces factures qui ne sont pas payées, mais Faure a de l'argent pour distribuer aux gens. Il a de l'argent pour faire des sommets de rien du tout. Il a de l'argent. On peut regarder la vidéo de Zongo, comment les gens étaient tellement nombreux, comme je ne sais pas si c'était. C'est la misère crasse pour aller chercher 5 000 francs.
Moi, je n'incrimine pas les Togolais. J'ai vu des gens, ils ont incriminé les Togolais. Les gens ont insulté les Togolais. Moi, même si j'ai un pincement de corps, même si j'ai un pincement du cœur, je me dis, ces gens-là, ils ont quoi? Vous savez que la dictature, pendant 60 ans, a émasculé les mentalités. La dictature a formaté les Togolais d'une autre manière. C'est pour ça que le travail qui attend ceux qui vont gouverner le Togo demain, c'est un travail colossal. Il faut rééduquer ce peuple-là. Il faut rééduquer ce peuple-là. Il faut refaçonner ce peuple-là. Il faut faire une mise à jour de ce peuple-là, sur tous les plans. Il faut faire une mise à jour de ce peuple sur tous les plans. Et surtout sur le plan des mentalités. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que des gens sortent de leur maison pour aller s'aligner à 4 heures sur les terrains de football pour aller chercher 5 000 francs. C'est le résultat de la politique de paupérisation, de la misérabilisation des Yassibé. C'est le résultat. Et c'est ce qu'il veut que les Togolais soient. Que les Togolais soient des mendiants, que les Togolais soient des gens misérables. Quand ils arrivent dans les villages, ils claquent le doigt, les gens courent derrière eux pour chercher 1000 francs, pour chercher un habit, un tricot, un t-shirt. C'est ce qu'ils veulent. Et le peuple aujourd'hui est tellement pauvre que les Togolais sont prêts à tout. Ils sont prêts à aller chercher du riz avarié sur les dépotoirs. Ils sont prêts à aller chercher du poisson avarié sur les dépotoirs. Ils sont prêts à aller chercher tant sur les dépotoirs. On a enlevé aux Togolais, les Yassibé ont enlevé aux Togolais leur dignité. En tout cas, certains Togolais, leur dignité. Leur dignité. Quand nous étions à l'université, nous étions parmi les rares journalistes qui n'avons jamais mis pied ou qui ne se sont jamais approchés de la déventure de Yadima là-bas. Mais il y a des gens qui allaient pour chercher les 10 000 francs. Ce n'est pas pour les incriminer. Mais ça dépend de comment ils ont été éduqués et comment aussi ils ont eu leur parcours. Mais ces 10 000 francs que les gens allaient chercher, parfois en revenant à la maison avec une chaussure perdue, un bras cassé, ça n'a rien changé de leur vie. Au contraire, pour certains, c'était une malédiction. Donc, tout est une question d'éducation. Donc, il faut reformater les Togolais. Pour que les Togolais ne montrent pas l'image qu'on est en train de montrer là. Si la technique peut passer la vidéo des gens de Zongo là-bas. Ya Nico, c'est Gamenya. On y a pas Galo. Quand on va parler bien de Gamenya, on le bloque, tu as coûté les vraiment. Donc, on va payer 3 à 5 heures. Après, on va malaika. Pardon, il y a mis là, pas besoin, mais pas besoin de voilà, on va autorité, on va caca, on va capter, on va le faire. Donc, on va 5 heures. Il y a beaucoup de 8 heures, 9 heures. À Bodi, on a la Bodi, donc, il y a de l'autre temps, Et Sogbert. Et Djoublibo. C'est-à-dire, vous ne savez même plus ce qu'ils font, vous ne savez pas ce qu'ils font. Et il y a des gens dans ce gouvernement qui ont fait des institutions internationales, qui ont travaillé parfois en Europe, qui ont été dans des grands boulots, dans certaines, qui ont travaillé le mois. Donc personne parmi vous, quand vous êtes parti vous réunir en conseil des ministres, n'a eu le courage de dire à Fonia Sibé, monsieur le président, bien je ne sais pas comment vous l'appelez, ce n'est pas la bonne manière de soulager les peines de la population. Personne parmi vous n'a eu le courage de dire à Fonia Sibé, monsieur le président, monsieur le PC, PCM, PC sans mémoire, je ne sais pas quoi, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Personne parmi vous n'a eu le courage de dire à Fonia Sibé, il faut voir comment est-ce qu'on doit payer la dette intérieure pour relancer la consommation locale. Personne parmi vous n'a eu le courage de lui dire, il faut baisser le prix du carburant en fin d'année. Il faut augmenter le SMIC. Il faut ci, il faut ça. Il faut veiller à ce que. Il faut agir sur les leviers de l'économie qui puissent permettre de soulager les difficultés de la population. Vous avez les agriculteurs qui sont d'apparence, qui n'arrivent pas à écouler leurs produits. J'en ai parlé, ils ont envoyé des petits oiseaux m'insulter. Mais le problème est toujours là. Il y a plein d'agriculteurs qui ont leurs produits qui sont dans leur grenier, en train de pourrir. Parce que on leur a interdit de vendre les produits au pays voisin. Parce qu'avant, c'est les gens du pays voisin qui venaient chercher les produits. Et donc, les Togolais n'ayant pas un pouvoir d'achat, les populations sont là. Ce que vous avez fait passer une année à cultiver, que vous devez vendre à 40 000, on vous oblige à le vendre à 20 000. Mais vous êtes en perte. Les gens ont gardé les produits avec eux. À Dabon là-bas, j'ai encore lu un article ce matin sur le site de nos confrères, la Bali. Info. Que les populations se plaignent à Gabon, qu'ils ont stocké les vivres, maïs, soja, sorgho, tout ça, en train de pourrir là-bas. Parce qu'on leur a interdit de vendre ça à l'extérieur du pays, alors que leurs clients venaient des pays voisins. Aujourd'hui, ces populations, les gens qui ont fait des prêts dans la microfinance, qui ont investi dans l'agriculture et qui attendent de vendre ces produits-là pour aller payer la microfinance, ils sont en perte. Et vous avez l'économiste à la tête du pays. Vous avez l'économiste à la tête du pays. Il y a des gens, quand ils sont à la tête de leur pays, leur personnalité est simple. La personne elle-même, elle attire beaucoup de choses. Elle attire les investisseurs. La personne même attire de l'argent. Parce que cette personne, avant même d'être président, il était peut-être dans les affaires ou à travailler dans les grosses boîtes. Ford n'a jamais travaillé avant d'être président. Ford n'a même jamais fait un stage. Ford n'a jamais fait un stage. Stage même de 3 mois pour écrire un rapport. Pour dire, j'ai fait stage à EcoBank, j'ai fait stage à Coris Bank, j'ai fait stage à la BCAO. Au bout du stage, j'écris un rapport. Jamais. Jamais. Conseiller de son père, il est devenu député, puis il est devenu président. Donc, il n'a jamais rien fait dans sa vie. Aucun boulot. Il ne peut pas sortir un bulletin de paie. Que quand j'étais aux États-Unis, j'étais ici, j'ai travaillé ici, voilà un bulletin de paie. Rien. Donc, il ne sait pas ce que c'est que payer une facture d'électricité. Il ne sait pas ce que c'est que payer une facture d'eau. Il ne sait pas que les gens peuvent se lever. Ils n'ont pas de quoi manger à la maison. Ils n'ont pas de gaz butal. Ils n'ont pas d'argent pour aller à l'hôpital. Moi, je suis tout bon vaco. Fort, moi, je suis tout bon vaco. Donc, et si vous la Romeo, on est sur ton carnet avec les pompiers, bon vaco. Fort, moi, je suis tout bon vaco. Yo, mais maman, bon d'amour. Et bien, deux cigarilles, et nous, quasi, que bon vaco, là, d'amour. Mais nous tous, on a vécu ça. Lui, il ne connaît pas ça. Tu reviens de l'école. On te dit, ah, maman n'a pas encore préparé, c'est chaud. Au moins, il y a ce qu'on appelle le guerrier là. Donc,
Pour tout le monde, c'est le Gali qui est c'est pas, se comprend pour calmer un peu la faim avant qu'on le prépare. Donc, nous avons appelé Gali, hein, mais les souclés, et nous avons souclé, c'est lui, il est plein de et puis toi, soit me fait, ou assis, ou toi. Attendez. Et celui-là, il est dans une autre bulle, il est dans un autre monde. Lui, il est dans le monde du caviar, du champagne, des meilleurs vins, de la belle vie, des Maybach, des avions, des jets privés, tout ça. Parce que c'est dans ce monde-là qu'il a grandi. Il ne connaît pas la souffrance. Donc, il ne sait pas que des gens peuvent se lever du matin au soir sans manger. Il est dans sa bulle. Et c'est lui qui gouverne le pays. Et pendant 20 ans, il n'a fait aucun effort pour sortir de cette bulle-là, pour s'adapter au niveau du peuple, pour comprendre le peuple, pour savoir comment le peuple souffre. C'est ça la triste réalité. Les gens à Kara n'ont pas d'eau. Mais il ne va pas sur le terrain, il va dans les quartiers pour voir pourquoi il n'y a pas d'eau dans les robinets. Il ne va pas là-bas. Il rassemble quelques éléments, bien donner des consignes au ministre de l'eau, à la T2, aller régler le problème. Mais lui-même, on ne le voit pas sur le terrain pour dire pourquoi les robinets sont secs, pourquoi dans tel quartier il n'y a pas d'eau, pourquoi. Ils sont ils ont besoin de 7 milliards pour régler le problème d'eau. S'ils ont besoin de 7 milliards à pour régler le problème d'eau, les 3 milliards 500 qu'il a déjà partagé, c'est pas la moitié de l'argent? C'est pas la moitié de l'argent? Quand vous voyez des gens comme les Alassane Ouattara qui attirent beaucoup de financement dans leur pays, c'est parce que de par leur parcours, ils ont créé des réseaux. De par son parcours, déjà, Alassane Ouattara, il a créé des réseaux. Partout où il est passé, il a créé des réseaux. Il suffit qu'il appuie sur les boutons, que les gens bougent. Les talents, c'est pareil. Mais lui, il a quel réseau? À part les réseaux de ceux qui l'aident à piller le pays. Donc, voilà moi ce que je voulais dire par rapport à cette histoire de Novici. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà parlé. Je pense que ma voix n'est pas de trop pour dénoncer cette forfaiture, cette imposture, cette gouvernance au lance-pierre, hein, cette gouvernance archaïque, précambrienne, cette gouvernance qui n'existe nulle part. Au temps immémoriaux. Cette gouvernance qui n'existe nulle part. Et pour des gens qui ont fait des études dans les grandes universités, en Europe et aux États-Unis, gouverner un pays de la sorte, c'est vraiment terrible. Mais bon, c'est le Togo. Qu'est-ce que vous voulez? On continue. Merci, je ferme cette page. Vous tous qui êtes là, merci d'être toujours présents. Je vais regarder un peu. Voilà. Il y a eu la dernière fois de grands événements à Lomé, donc des sommets, sommets de je ne sais quoi, panafricains. Après, il y a eu des sommets. Et on a écouté des gens dire oui, quand tu arrives au Togo, tout se passe bien. Il y a quelqu'un qui a confondu le port de Lomé à l'aéroport. Il a parlé de web aéroportuaire. Je ne savais pas que le port et l'aéroport avaient les mêmes fonctions. Au Togo, pour qu'on parle de web aéroportuaire, les gens racontent tout n'importe quoi. Je vais échanger un peu avec vous aujourd'hui sur l'aéroport de Lomé, qu'ils appellent l'aéroport Gnassingbé Yatéma. Surtout sur tout ce qui ne va pas à cet aéroport-là. J'avais déjà dit plusieurs choses, mais il est important de revenir par rapport à la situation que vivent aujourd'hui beaucoup de nos compatriotes, des gens qui voyagent, des gens qui arrivent chez nous, des gens qui ont des difficultés à préparer leur voyage à cause de ce qui se passe à l'aéroport. Déjà qu'à l'aéroport de Lomé, vous avez beaucoup d'infrastructures qui sont déjà amorties et qui fonctionnent difficilement. Vous avez le système d'enregistrement qui se plante souvent. Vous voulez vous enregistrer, vous arrivez à l'aéroport. Aujourd'hui, avec la dématérialisation, vous avez encore de la peine, on va aller chercher des trucs, vous attendez, on va aller imprimer tel document, on vous dit qu'il n'y a pas la connexion, il y a ci, il y a ça à l'aéroport. Déjà que le Wi-Fi de l'aéroport, c'est une catastrophe. Le Wi-Fi de l'aéroport de Lomé est une catastrophe. Je passe de côté, l'aérogare, les prêts qu'ils ont fait chez les Chinois, comment ils se sont partagés l'argent avec les réseaux, le temps d'Ayasor, comment ils se sont partagés l'argent, ils ont fait les prêts sur le dos des Togolais. Donc, déjà, cet aéroport qu'on appelle un hub aéroportuaire, parce que la plus grande partie du fleuve de Askaï est là-bas, vous avez un Wi-Fi catastrophique qui ne fonctionne pas bien. Vous avez l'ascenseur qui tombe en panne tout le temps. Vous avez l'escalator. Il y a l'escalator à l'aéroport international de Lomé. C'est le seul d'ailleurs escalator qui existe au Togo, je pense. Ou bien, ouais, il y a l'escalator au 2 février. Tout le Togo, là, vous voyez comment on est encore très adhéré dans ce grand pays que vous avez là. Il n'y a que 2 escalators. C'est-à-dire, dans ce grand pays que vous avez là, il y a 2 escalators. Il y a l'escalator au 2 févrière. Je ne sais pas s'il existe toujours. Avant, on mettait une barrière pour fermer l'escalator. C'est Yadema ceux qui prenaient ça. Quand tu arrives au 2 février, il y a un escalator qui est au milieu là. C'est Yadema ceux qui prenaient ça. On mettait une barrière pour bloquer sa personne ne monte sur ça. C'est quand Yadema vient qu'on démarre ça. 2 février. Maintenant, il y a l'escalator à l'aéroport. Donc, dans tout le Togo, là, de Fort Gnassingbé, il n'y a que 2 escalators. Donc, il y a des Togolais qui sont à Lomé, qui sont même des grands cadres. S'ils n'ont pas la chance de connaître l'Occident, le Ghana, le Bénin ou le Nigeria, ils savent pas ce qu'on appelle escalator. S'ils montent sur ça, ils vont tomber. C'est comme les Magic System. Ils ont chanté Prenez Gaou à Paris. Il est monté sur l'escalator, quand il est tombé. Donc, tout le Togo, là, il n'y a que 2 escalators. Un escalator le 2 février, je ne sais pas si ça marche, et un escalator à l'aéroport. Donc, ce pays a toutes les caractéristiques d'un pays moyenâgeux. Donc, l'escalator de l'aéroport, ça tombe régulièrement en panne. Le site qu'ils ont créé avec Sina Lawson, au temps de Covid, où ils se sont fait beaucoup d'argent pour dire Togo voyage. Quand tu veux voyager, tu remplis toutes tes formalités sur le site avant d'arriver à l'aéroport. Le site se plante tout le temps. Tout le temps. Et pourtant, l'aéroport génère beaucoup de milliards. Le site se plante tout le temps. Les gens arrivent à l'aéroport pour faire les formalités d'immigration. Vous attendez 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Parce qu'il n'y a pas assez d'ordinateurs, il n'y a pas assez de postes pour délivrer les visas, régler les problèmes. Il n'y a pas de connexion à l'aéroport de Lomé. La porte d'entrée et de sortie d'un pays. La porte d'entrée et de sortie d'un pays. Aéroport de Lomé. Tous ceux qui travaillent à l'aéroport se plaignent. Quand tu descends à Lomé, tu fais 1 heure de temps pour juste les formalités. Alors que le Togo n'est pas un grand pays. On te dit non, il n'y a pas de connexion. Monsieur, attendez, sans oublier tous ceux qui vous demandent de l'argent. Les policiers, les soldats. Ah, patron, il fait chaud, on est sous le soleil, il faut faire quelque chose. Dès que tu arrives à Lomé, tu sens que tu rentres dans un pays de misérables. Parce qu'on te demande déjà l'argent à l'aéroport.
soit au départ, soit à l'entrée. Tout le monde est mendiant à l'aéroport de Lomé. On te demande de l'argent. Vu, c'est-à-dire à ciel ouvert. On te demande de l'argent. Au vu aussi de tout le monde. Oh, patron, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Voilà. Et donc, vous allez voir les gens qui sont à la société de Handil, ils se plaignent. Ceux qui sont à la SAT, ils se plaignent. Ceux qui sont ici, les hôtesses, elles se plaignent. Tout le monde se plaint à l'aéroport de Lomé. Et la SAT, vous savez qui est le PCA? Je pense que c'est toujours Danipi. Le plus grand voleur devant l'Éternel. Complicité de foi avec complicité de foi Yassibé. Danipi, nous beaucoup. Le plus grand voleur devant l'Éternel. Jamais poursuivi, jamais inquiété. Parce que c'est lui qui reste dans l'ombre et avalise toutes les magouilles qui profitent à Fonia Sibé. Danipi nous beaucoup. Il était un cadre de la société. Il est devenu multimilliardaire. Depuis quand quelqu'un qui est un employé de la société, dès qu'il est devenu ministre, il devient multimilliardaire. Regardez ces maisons à Palpéto. Il a des actions partout. Il est à CEB aujourd'hui, il est conseiller à la présidence, il est PCA de la SALT, c'est lui qui signe les grands dossiers. Oh, le dossier de Bolloré que j'ai passé dimanche, c'est lui qui a signé ça. Je vais repasser ce dossier tout à l'heure. Contour global, c'est toujours lui. Ce sont les experts en magouille. Ces gens-là, même si demain, le Togo change, peine de mort même, c'est peu pour eux. Déjà comme ça, peine de mort, c'est peu pour eux. Surtout que les milliards même qu'ils volent, ils ne font rien pour aider leurs propres frères. Ils emmagasinent l'argent pour leur propre bien-être. Donc, c'est lui le président du conseil d'administration. Aujourd'hui, vous avez les hôtesses aussi, qui sont traités comme des domestiques. Les hôtesses dans un aéroport, c'est le vitrine du pays. Mais au Togo, les hôtesses sont traitées comme des boniches, sont traitées comme je sais pas comment dire. Elles travaillent à des heures pas possibles. Elles ont des salaires qui sont plus ou moins intenables par rapport à tous les efforts qu'elles consentent. Elles n'ont pas de prime d'ancienneté, elles n'ont pas de prime d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne sont pas payées. Il y a des vols que vous attendez à 20h. Le vol arrive à 22h. Vous travaillez 2 heures de plus. Vous n'avez pas de prime d'heures supplémentaires. Vous n'avez pas de sécurité sociale totale. Ils ont des sécurités sociales partielles. Si vous faites un accident de travail, personne ne s'occupe de vous. Vous terminez tard dans la nuit quand vous rentrez chez vous, il n'y a pas de sécurité. C'est dans ces conditions-là que ces hôtesses travaillent. Les hôtesses sont à la fois ceux qui assistent les voyageurs, ceux qui font les services, ceux qui lavent même les assiettes. C'est pour ça que je dis on les traite comme des boniches. Ce sont elles qui lavent les assiettes, qui lavent les tasses de thé, les assiettes dans lesquelles les gens mangent au VIP ou tout ça. C'est elles qui lavent ça. L'aéroport n'a pas de restaurant traiteur. Il n'y a pas de traiteur qui viennent mettre les choses au propre. Il ne reste que les toilettes que les hôtels vont nettoyer. Les hôtesses vont nettoyer. Et ce business-là, ça profite à qui? Ça profite toujours au compte du régime. Il y a 2 sociétés que j'avais dénoncées par le passé qui gèrent les hôtesses. Il y a la société Assistance Concept Service qui emploie 30 hôtesses. C'est des sociétés de sous-traitance, donc je pense que les hôtesses sont des intérimaires. Et cette société de assistance concept service appartient à qui? Teko Meonaovo. Les anciens, vous savez qui est Teko Meonaovo? Teko Meonaovo, c'était l'ancien directeur de cabinet du ministère de l'administration territoriale pendant des années. C'est un apparatchik du régime RPT. Je ne dirais pas uni, du régime RPT. Et c'était un grand animateur d'animation politique. C'est un gars, il n'a jamais porté de fesses. Il porte toujours les 3 pièces. Il lisait l'émotion. Un grand liseur d'émotion. Donc, lui, pour le récompenser, on lui a donné l'agrément à sa société pour employer les hôtesses à l'aéroport. Il est déjà à la retraite. Avant, même quand il n'était pas à la retraite, c'était toujours lui pour cette société-là. Et avant, les filles allaient chez lui à la maison pour prendre leur salaire. Les filles allaient chez lui au cabinet au ministère ou à la maison pour prendre leur salaire. Et quand les filles venaient, ils draguaient ceux qu'ils pouvaient draguer, celles qu'ils pouvaient draguer, ils faisaient les avances aux filles. Et après, les filles qui refusent, ils mettaient la pression sur eux. Donc, il y avait un harcèlement sexuel quelque part derrière. Et depuis, il est à la retraite. Et lui, c'est son gombo. Donc, on paye les filles, donc on paye sa société et c'est lui qui paye les filles. Donc, lui, peut-être qu'il a payé à 300 000 francs, bien 250 000 francs, et il paye 160 000 aux filles ou 170 000 francs de salaire aux filles. Donc, lui garde la moitié. Donc, les gens qui ont travaillé dans l'administration, ils créent une société, on lui donne un marché, il est tranquille à la maison, et il gagne toujours de l'argent, alors qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de boulot. Donc, ça, c'est la première société de M. Teko Meonaovo, assistance, concept, service. Après, il y a la société Bamondi. Ça, c'est les Bagnan, ça. Donc, c'était la fille de Bagnan, celle qui est décédée, celle qui était dans l'esthétique, qui avait aussi ce marché-là, le deuxième marché, eux aussi, ils ont 30 ou 35 hôtesses. Et donc, depuis que cette dame est décédée, c'est sa fille qui a les rênes de la société. Et ce sont des gens qui profitent énormément de tout ce qui se passe là-bas, qui exploitent les filles là comme ils veulent, qui ne veulent pas que les conditions de ces filles là s'améliorent. Et ces filles là sont exploitées comme des boniches. Donc ce sont les 2 sociétés qui gèrent le personnel d'hôtesse à l'aéroport. Il semble qu'il y a une 3e société qui s'est jouée à ça, mais je ne sais pas lequel. Mais c'est les 2 sociétés. Donc AC Conseil, oui c'est ça. Donc ACS de Teko Meonaovo et puis, comment appelle-t-on, la société Bamondi, qui appartenait à la fille de Bagnan, qui est décédée. Donc c'est sa fille et la fille de cette dame qui gère toujours la société. Donc vous voyez comment les barons se sont partagés les pans de l'économie. Donc, vous avez aussi la société de Handil, Handil qui est là, dans lequel j'avais fait un dossier quand j'étais encore au Togo, on a fait les actionnaires de Handil à l'époque, donc il y a Ford Yassibé, tout ça qui était dedans. Vous avez donc les hôtesses, on a partagé ça aux gens. Vous avez les duty free aussi qu'ils ont partagé entre eux. Vous avez le gars de la villa là, comment il s'appelle? Il y a un blanc qui a un restaurant là qu'on appelle la villa. Je ne sais pas comment il s'appelle ce blanc là. Sur le boulevard, il y a un blanc qui a un restaurant qu'on appelle la villa, il s'appelle Ludovic. Oh, Olivier, je ne sais pas qui. Il y a un blanc là-bas. Voilà, lui aussi. Il
il a avec les barons, donc lui, il est la face cachée des barons. Ceux qui font les formalités, vous arrivez à l'aéroport, ceux qui prennent le passeport et qui font les trucs là, c'est eux ça. C'est aussi leur groupe ça. Donc, il y a les barons qui sont derrière lui. Il y a des généraux, il y a des ministres qui sont derrière lui. C'est pour ça que sa société, la villa là, c'est juste un coin bizarre de blanchiment d'argent. Donc, vous allez voir que souvent, c'est les Bavaras, c'est les gars là que vous retrouvez toujours dans ces endroits-là. Parfois, quand vous arrivez même là-bas, vous dites que vous ne pouvez pas rentrer parce que bon, c'est un endroit où ils se retrouvent entre eux pour faire leur magouille. Donc, ce sont, lui aussi, il a une partie, mais il est la face cachée. Il y a d'autres barons derrière lui et ils exploitent les gens. Voilà comment, quand on vous dit que l'aéroport de Lomé fait un grand bond, l'aéroport fait des recettes, voilà ceux qui profitent des recettes. Les employés n'ont rien. Ils n'ont pas de prime d'ancienneté, ils n'ont pas de prime d'encouragement, il n'y a pas des heures supplémentaires, les filles sont utilisées comme ils veulent. Il y a le harcèlement des filles au boulot tout le temps, parce que vous savez, les filles, elles sont les hôtesses, elles sont là à recevoir tout le monde. Les invités qui arrivent, les ministres qui descendent, vous connaissez les ministres togolais. Bien qu'ils descendent, bon, il dit, prends ma carte et appelle-moi, viens me retrouver ici. Parmi eux, il y a des femmes qui sont mariées et tout ça. Il y a rien. Même la formation, ce sont des femmes qui ne sont pas formées, recyclées régulièrement. Tout se fait de façon archaïque. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que dans un aéroport, les jeunes dames qui s'occupent des voyageurs VIP, c'est eux qui vont aller laver les assiettes. Ils sont bien. Les jeunes dames hôtesses qui s'occupent des voyageurs, c'est eux qui vont aller laver les assiettes. Ils restent jusqu'à on va leur demander d'aller laver les chiottes. Et ça, c'est un pays développé, un pays civilisé. Parce qu'ils ne veulent pas dépenser d'autres fonds pour recruter des traiteurs pour venir faire l'entretien. Donc, ils mettent tout sur les filles là. Et leurs supérieurs se font beaucoup d'argent sur leur dos. Les gens sont là-bas, 10 ans, 15 ans, n'ont pas de prime d'ancienneté, n'ont rien. Ils vont au boulot, ils reviennent un peu tard, selon la variation des vols. Alors que si vous partez au boulot à 14h, vous devez descendre à 22h. Si Air France est en retard, on dit qu'Air France, le vol a été retardé, revient à minuit, tu es obligé de rester jusqu'à minuit. Après minuit, comment tu rentres à la maison? Avec toutes les sécurités. Voilà comment ça fonctionne. Donc, voilà l'aéroport de Lomé. Vous arrivez là-bas, tout est. C'est-à-dire qu'à part ce que vous voyez là, lumineux là, toutes les machines là sont vieilles, sont déjà en difficulté. Machine au donero, les machines bébéo, et les capteurs qui sont dans le fond, les caméras. Parce que Ferdinand Gombena, on s'en a gagné Sahel, mais Ferdinand Kouzaka. Donc, ils ont multiplié les caméras. Ils ont renforcé les caméras maintenant. Depuis qu'on a dit ça, ils ont mis plein de caméras. Et ils ont mis plein de soldats en civil qui sont là pour regarder tout le monde. À part ça, là, tout le reste du dispositif là, c'est paillant. Et vous avez un président qui, par semaine, part de cet aéroport au moins 3-4 fois. Bon, c'est vrai qu'il passe par le pavillon présidentiel. Vous avez un président qui décolle de cet aéroport au moins 4 fois par semaine. Il se promène. Même les vidéos l'aéroport en temps, et moi qui ai les titingas, ça peut avoir et dire là, pas des mois pour vivre. Surtout défiter avec les fous. Fous les fortunes dans tous les jours. Et moi qui ai les défiter avec les ronds-points les fous. Et moi qui ai les ronds-points les fous, tout défiter avec notre dame du Liban. Regardez cette rue. Mais bon quartier, on a des quartiers au Poli. Regardez comment ces quartiers sont sales. Quand il pleut, regardez. Mais c'est la route principale de Fonia Sibé. À croire qu'il aime que le pays soit comme ça. Il y a des gens qui disent oui, on ne le dit rien. Mais il est président pour dormir dans sa chambre. Mais il est président pour être sur le terrain pour sortir, pour regarder. Mais la route que lui-même pratique tous les jours. Pour aller à l'aéroport, regardez cette fois-là, cette fois. Quand il pleut, ils ont fait des regards, je ne sais pas, j'ai monté les photos ici, regards et baignades, des bus pour recueillir de l'eau. Comment on appelle ça en construction? Ma tête chauffe un peu. Ils ont fait des réservoirs, ils ont fait des puisards. Merci pour le commentaire. Ils ont fait des puisards au bord de la route. Mais c'est bon. Vous avez une fois appris qu'en travaux publics, on fait des puisards au bord de la route pour recueillir l'eau. Ils ont fait des puisards. C'est-à-dire, au lieu de faire les caniveaux du rond-point de l'aéroport à Notre-Dame, ça fait combien de kilomètres? Même pas 2. Et du rond-point et de Notre-Dame du Liban au marché des Tiranaoui, ça fait combien de kilomètres? Même pas 2. Disons 5 kilomètres minimum. On ne peut pas faire des caniveaux de l'aéroport jusqu'au niveau du marché des Tiranaoui et combiner ça avec il y a un canal qui est sur le goudron du marché des Tiranaoui. La double voie, il y a un canal sur le goudron. Donc on fait un regard là-bas, on combine ça. Le canal qui est sur le goudron là, il va jusqu'à dans le bassin de Sion, après le contournement. Il y a un canal là-bas. Donc il ne peut pas faire construire des caniveaux sur 5 km pour assainir la voie, planter des feux, couper les arbres, mettre des lumières. De telle sorte que même lui, Fonia Sibé, quand quelqu'un vient chez lui, dit voilà ce que j'ai fait pour mon pays. La route que lui-même est propre pour aller à l'aéroport. La route est sale. La route est sale. 20 ans. La route que lui-même est propre pour aller à l'aéroport. La route est sale. 20 ans. 20 ans de pouvoir. Vous attendez quoi de ce gars? Madame Nyakadé nous a dit, même un seul jour de plus, c'est un jour de perdu pour le Togo. Que chaque jour que vous permettez à ce gars d'être à la tête du Togo, c'est un jour de retard pour le Togo. Et elle a raison. Elle le connaît mieux que nous tous. C'est ça la triste réalité. Ce sont les faits. Ce que je dis, c'est factuel. Ce sont les faits. Que quelqu'un ait filmé le contraire pour me montrer. Ce sont les faits. La route qui quitte le rond-point de l'aéroport pour arriver devant le marché des Tiranaoui. Dans quel état cette route se trouve? Toutes les saletés qui sont là-bas. On peut dégager tout ça. Faire des puisards, faire une route moderne, mettre des fleurs. Entretenir des fleurs. Jusqu'à l'entrée de Lomé 2. Là où lui-même passe pour montrer. Chez lui. Donc, à l'aéroport de Lomé, voilà la situation que vivent le personnel, tout le personnel, tout le monde, les hôtesses, tout ça. Et voilà, les gens sont exploités comme des esclaves.
et leurs patrons s'enrichissent. Actuellement, le directeur de la SALT, je pense, c'est le chef d'état-major, Alahari Dirimi. Il a sorti même une note que je vais. Voilà, c'est le chef d'état-major. Lui, c'est le chef d'état-major de l'armée togolaise. C'est vraiment un gentleman, parce que là, il est en tenue de DG de la SALT. Et non, il faut ramener la tenue où il est en chapeau, là. Ça, c'est le militaire. Là, ça, c'est le DG de la SALT. Vous voyez? Bon, il est vraiment, il est dans ses beaux jours. Il est dans ses beaux jours avec son chapeau de cow-boy. Voilà. Donc, voilà, il est vraiment dans... C'est un criminel, hein, il est chef d'état-major, il est directeur de la SALT, il est dans sa belle tenue de cow-boy dans son bureau. C'est agréable à voir. Et il serait agréable aussi qu'il améliore les conditions à l'aéroport et que les conditions des employés soient améliorées, les hôtesses, tous ceux qui travaillent dans toutes les structures de l'aéroport soient améliorés. Et voilà, il faut qu'il change aussi son stylo, parce que le stylo là, le stylo qu'il tient là, c'est le stylo, de... je sais pas, c'est le stylo de l'ancien temps. Donc, la seule fausse note, c'est le stylo, quoi. Sinon, tout ça, c'est... Il est dans son monde. Ça fait comme jamais, comme quelqu'un le dit dans le commentaire. Ça fait comme jamais. Mais respect, monsieur le général, directeur général de la SALT. Il faut revoir les conditions de vie des gens à l'aéroport. Donc, vous avez la responsabilité, tout le personnel, surtout les hôtesses. Il faut revoir les contrats avec les sociétés à qui vous avez donné les agréments pour qu'ils traitent mieux les employés. Il faut leur trouver de bons contrats, les déclarer totalement à la caisse, pas partiellement, augmenter leur salaire, payer les heures supplémentaires, arrêter d'exploiter les filles comme des domestiques, quoi. Leur parler très mal, les insulter, dire tout ce que vous avez comme si elles étaient des bonnes à la maison. Un aéroport, les gens ne se comportent pas comme ça quand même en aéroport. Insulter les gens devant les autres, tout ça. C'est le chef d'état-major de l'armée togolaise. Il est en même temps le DG de la SAT. Donc, lui aussi, il a le cumul, quoi. Quelqu'un dit, ouais, le bouchon du stylo. Bon, je ne sais pas. Vous savez, quand on était à l'école, on griffonnait sous les dents les bouchons de stylo. Ouais, donc, voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire sur l'aéroport international de Lomé. Et voilà, au-delà des grands discours, au-delà de ce qu'on nous dit, et voilà. Voilà ce qu'il a sorti comme note. Bon, je pense qu'il a dit que cette année, il n'y aura pas des étrennes de fin d'année pour les employés. Voilà, bon, les employés aussi s'attendaient à ça, avoir un peu d'argent, mais il leur dit que la direction de la SALT informe le personnel que dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances exercice 2026 de l'État, le gouvernement a émis une lettre de cadrage budgétaire fixant les orientations strictes en matière de maîtrise des dépenses publiques. Conformément à cette directive, il est désormais formellement interdit aux administrations centrales, aux établissements publics nationaux ainsi qu'aux sociétés d'État, y compris la SALT. Donc la SALT, c'est une société d'État, de procéder à l'octroi des étrennes de fin d'année. Cette mesure vise à renforcer la discipline budgétaire et à garantir une gestion rigoureuse et efficace des ressources publiques pour l'exercice 2026. Par conséquent, aucune étrenne de fin d'année ne sera autorisée au sein de la SALT pour l'exercice en cours. La direction générale compte sur l'esprit de discipline, le sens du devoir et la collaboration de chacun pour une mise en œuvre fidèle des orientations nationales en matière de gestion budgétaire. Général de brigade Alahari Dimini. S'il n'y a pas des étrennes, vous pouvez au moins donner des primes de fin d'année à tout ce personnel-là que vous exploitez à l'aéroport. Au moins, ça permettra aux gens d'avoir beaucoup de courage et d'étudier. Merci. Allez, on va aborder le troisième sujet, il finit par là, rapidement. Aujourd'hui, on ne va pas trop rester dans ce live-là. Alors, le troisième sujet, c'est vous qui me l'avez demandé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi le live de mardi, qui m'ont demandé de repasser le contrat de Bolloré. Donc, ce contrat de Bolloré que je vous ai montré la semaine dernière, que c'est l'avenant que le Togo a signé avec le groupe Bolloré pour 35 ans, à partir de 2010, pour la construction du troisième quai, avec l'exclusivité du traitement, des conteneurs, de la gestion des conteneurs. Voilà ceux qui ont signé le contrat. C'était le 24 mai 2010. Et ce contrat-là, c'était pour 35 ans. Et je vous donne rapidement les grandes étapes de la concession de Togo Terminal. Ça, c'est un document de Bolloré lui-même. Donc, si vous voyez dans ce contrat, vous voyez que ceux qui ont signé le contrat, il y a Adi Otet Ayassor, à l'époque ministre des Finances. Et vous avez M. Damipi Nopoku, le plus grand voleur devant l'Éternel. Lui, je vais le marquer à la culotte tous les jours parce que c'est un grand voleur qui est caché, Damipi Nopoku. Et c'est des gens qui ont détruit le Togo par les prévarications, la sûreté. Ceux qui ont créé des problèmes à la sûreté, qui ont détourné beaucoup d'argent à la sûreté. Damipi, contour global, les projets bidons, c'est toujours Damipi. Il est toujours dans tous les faux coups. Et donc, ces gars-là, on doit les exposer tous les jours. Et donc, quand vous voyez ce contrat-là, vous voyez bien que sur un document pareil, les députés ne l'ont jamais eu. Vous trouvez ça normal? Un document pareil, c'est-à-dire un contrat qui cède une partie de nos biens à un groupe étranger pour l'exploitation. Ceux qui votent la loi et qui sont chargés de contrôler l'action gouvernementale, ce document ne leur a jamais été soumis. Je ne connais pas un seul député au Togo, depuis 2010, où ce contrat a été signé, qui a en possession ce contrat-là. Et pourtant, c'est les députés qui sont chargés de contrôler l'action du gouvernement. Donc, dans une démarche normale, la privatisation d'une partie ou de la totalité des activités portuaires devait faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale. Avant-hier, il y a eu un grand débat à l'Assemblée nationale au Ghana sur la construction de l'autoroute à Koumassi. Il y a un avenant qui va être signé. Et donc, le ministre des Travaux publics est venu devant le Parlement parler de ce projet de l'autoroute à Koumassi, mais l'autoroute aussi à la frontière de la Côte d'Ivoire, et dit les difficultés que la construction de cette autoroute rencontre, les financements, les moyens, tout ça. Il a été soumis à toutes les questions. Au Togo, Ford Assimbe, son complice Ayassor, le deuxième complice, comment appelle-t-on, Damipi, et le troisième complice, l'amiral Adenion, sans frégate ni destroyer, lui n'a aucun bateau de guerre, mais il est amiral. Donc, c'est toi là, plus Ford Assimbe,
Ils se sont levés pour faire des négociations secrètes et ils ont pris le port pour donner à Bolloré pour 35 ans. C'est ça la réalité. Ça veut dire, jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a aucun député qui a en possession ce document-là. Dès que je finis ce live-là, ceux qui vont me demander ce document, je vais le leur transmettre. Je vais mettre ce document dans le domaine public. Dès que je finis ce live, je vais mettre ce document dans le domaine public pour que chacun aille l'étudier et en faire le commentaire qu'il veut. Moi, je le mets à votre disposition. Chacun le prend et va l'étudier à son niveau. Pour voir les incongruités qui sont dans cet accord. Comment est-ce que des gens qui aiment leur pays peuvent accepter de signer un contrat pareil? C'est vrai qu'aujourd'hui, Bolloré a cédé ce qu'il a à MSC, ce groupe italo-suisse, avec des ramifications à l'Élysée. Mais je vais vous remettre ce document. Chacun peut en faire l'analyse, surtout les économistes. Je vais le mettre dans le domaine public. Donc, voilà comment les choses se passent. Donc, ils prennent une partie, tout ça, ils donnent pour 35 ans. Donc, la convention, dans la convention, il a été dit que dans cette convention, je vais vous lire les redevances que le Togo prenait dans cette convention. Vous allez voir les incongruités. Je ne vais pas dépenser toute mon énergie aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Mais je vais vous lire un certain nombre d'éléments dans cette convention. Voilà. Donc, les engagements financiers du groupe Bolloré vis-à-vis de l'État togolais. Et ticket d'entrée, il y a aucun ticket d'entrée au niveau de là où les choses vont se passer. Redevance fixe, il n'y a pas de redevance fixe. Redevance variable. Voilà, écoutez très bien ici. Conteneur plein et vide, import, export, transit. Sur chaque conteneur vide ou plein, import, export, transit, le groupe Bolloré verse à l'État togolais 16 000 francs CFA, équivalent de 24,4 euros. Chaque conteneur. Chaque conteneur, sur chaque conteneur. Donc, si le gouvernement togolais vient vous dire, nous avons un flux qui augmente jusqu'à 30 millions de conteneurs, cette année on a fait 20 millions de conteneurs, cette année on a fait 15 millions de conteneurs, vous faites vos calculs sur le coût d'un conteneur qu'on verse à l'État. Donc, conteneur plein et vide, import, export, transit, 16 000 francs CFA, 24,4 euros par conteneur. Conteneur plein et vide, transportement, qu'une seule fois, T1-T4, 5 000 francs CFA, 7,6 euros par conteneur. Après, il y a d'autres redevances qui sont mises dans le contrat. Chacun pourra le lire pour voir les anomalies. Ensuite, en 2015, oui, je pense que c'est en 2015, le groupe Bolloré déclare avoir versé pour redevance à l'État togolais 29 millions d'euros. En 2015, depuis l'attribution de la concession de Togo Terminal, le groupe Bolloré, ça c'est un document officiel de Bolloré, le groupe Bolloré s'est acquitté d'un montant total d'impôts et de redevances s'élevant à 28,9 millions d'euros au bénéfice de l'autorité portuaire et de l'État togolais. Presque 29 millions d'euros. Cet argent, on ne l'a jamais vu quelque part. Presque 29 millions d'euros. Donc, pour les gens qui m'ont demandé de repasser ce contrat, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Je l'avais longuement parlé mardi pour répondre aux nouvelles recrues panafricaines. Bon, je pense que j'ai dit l'essentiel. Ce que j'ai dit, c'est encore sur la toile. Mais ceux qui veulent avoir ce contrat et les détails pour animer leur live, il suffit de me rentrer dans mon inbox. Je vous donne ces contrats-là. J'ai tous les documents, les fiches synthétiques du groupe Bolloré. Et ça, c'est le travail du journaliste. Voilà les fiches synthétiques du groupe Bolloré. Et on a plein d'autres documents que je ne vais pas. Il y a certains documents que je ne vais pas mettre sur la place pour le moment. On a plein d'autres documents. Et donc, mais ce que je pense utile pour le moment, je vais les libérer. Et chacun pourra analyser ces documents-là et tirer ses propres conclusions. Il ne faut pas qu'on dise que c'est Ferdinand qui est venu d'ici. Chacun prend le document. Nous sommes tous intelligents. Chacun prend le document. Le contrat fait techniquement combien 60 ou 80 pages. Le contrat fait 80 pages. Et ça, c'est l'avenant. L'avenant fait 80 pages, je pense. Il y a les fiches synthétiques. Ces fiches synthétiques-là, parfois qui sont éditées par le groupe Bolloré lui-même. Et vous avez d'autres fiches, les états financiers. Les états financiers depuis la privatisation. Et vous voyez tout ça. Et vous voyez l'état de délabrement du port autonome de Lomé. Et vous avez pitié de notre pays. Vous allez au port autonome de Lomé aujourd'hui, c'est les zones les plus délabrées de notre pays. Toute la zone portuaire. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas d'infrastructure. Regardez les toilettes des dockers. Les toilettes des dockers remontent à l'époque où les Allemands ont conçu le port. On ne peut même pas appeler ça toilette. Regardez comment les gens, dans quelles conditions les gens sont au port. Vous avez vu le foyer des marins? En parenthèse, vous avez vu le foyer des marins? Les gens qui sont là-bas au foyer des marins, ils vivent là-bas. Les gens vivent là-bas depuis gratos. Ils utilisent le courant comme ils veulent. Ils font des glaçons, des glaces même, ils vendent. Alors que ce foyer des marins-là, on aurait pu récupérer cet endroit et en faire une infrastructure moderne. Conçu de, c'est pas, infrastructure, foyer des marins, infrastructure moderne. Non, on laisse Alt Mission. On dirait que là-bas, c'est un restaurant. On laisse Alt Mission. Le foyer même, c'est-à-dire, il y a un logement à côté. Il y a un foyer des marins, il y a un logement qui est sur les deux rues. Cet endroit-là, les gens sont là-bas. Personne ne sait qui paye. S'il paye l'électricité, s'il paye les loyers, personne ne sait. C'est ça, ils appellent ça cité du port. C'est ça, la cité du port. Hein? Vous voyez, c'est les vieilles maisons que les Allemands ont laissées. On peut reprendre cet espace-là, construire des trucs modernes. Vous pouvez imaginer que l'OTR qui fait des milliards au port, allez au port, vous allez voir le bureau de l'OTR. Qu'on ne peut même pas dresser un immeuble de grande envergure au port là-bas pour le consacrer à l'OTR. L'OTR, là, 80% ou 75% des recettes de l'OTR viennent du port. Mais allez voir dans quelles conditions les employés de l'OTR sont au port là-bas. Le bâtiment, il est vétuste. Même la serre, c'est totalement sale. Allez voir ce que le voisin de l'Est a fait au port.
Je ne veux pas parler trop pour qu'on dise que je fais trop de comparaisons. Allez voir ce que le voisin de l'Est a fait au port. Allez voir ce que le voisin de l'Ouest a fait au port. Et qu'est-ce qui fait que nous, on aime les saletés? On vit dans les saletés. Là où même on tire des milliards, on laisse ça dans les saletés. On est dans les saletés. Prenez la rue qui passe devant les grands moulins. Elle est totalement en délabrement, sale. Toute la zone est sale. Et ça ne dit rien à personne. Absolument rien à personne. Mais ce port fait des milliards. Adénion, qui est aujourd'hui le directeur du port, il a presque 78 ans et 80 ans. Je ne sais même plus. C'est quelqu'un, dès qu'il arrive au bureau, il dort. Adénion, amiral, sans bateau de guerre. Chez les Blancs, quand tu deviens amiral, c'est que tu as déjà fait des faits d'armes et tu commandes une flotte. Chez les Blancs, un amiral commande une flotte. Au moins, il y a un grand bateau de guerre. Si ce n'est pas un porte-avions, au moins un porte-hélicoptère. Quand tu es amiral, au Togo, on a des amiraux. Excusez-moi si je fais mal la liaison. On a des amiraux, mais on a des pirogues. C'est pas où ils ont fait la guerre pour qu'on leur donne le grade d'amiral. Donc, quand j'arrive au port, je demande l'amiral à Adénion, on dit qu'il dort. Un ami m'a même dit qu'ils somnolaient à une réunion officielle, qui lui-même doit présider. Ils somnolaient. Et Adénion fait presque 16 ans ou 15 ans directeur du port. Il est fatigué. Il est fatigué. Mais il faut le maintien là-bas. Je ne sais pas ce qu'il lit. Je ne sais pas quel est le pacte qu'il lit. Il est là-bas. Quelqu'un qui n'a même plus de dynamique. Quelqu'un qui n'est même plus capable. Le bureau du port là-bas, le bâtiment, c'est Gbemé qui l'a construit, paix à son âme. On dit aujourd'hui, quand tu arrives dans le bâtiment là-bas, tout est sale, les murs sont crasseux, les gens ont craché un peu partout, tu vas dans les toilettes, c'est étonnable. Et pas, mais ouais, ils ont les fous. Mais lui, comme il est tellement fatigué, il vient, il rentre dans son bureau. Il y a son ordonnance qui prend son sac, il rentre dans le bureau, il s'assoit, il regarde les dossiers. Est-ce qu'il les lit même avant de les signer? Personne ne sait rien. Il le sort, il rentre dans sa voiture, il part, il rentre à la maison. C'est pas quelqu'un qui est le patron d'une boîte, il vient, il rentre dans les bureaux, il regarde les employés, il voit l'état des bureaux, il voit les toilettes, il voit les murs. Et il se dit, mais c'est pas possible, je suis quand même le patron ici, on ne peut pas rester dans un bâtiment sale. On rénove le bâtiment, on a construit un nouveau, on fait ci, on fait ça. Il est là-bas. Dès qu'il arrive au bureau, il dort. Ça fait 16 ans ou 15 ans qu'il est DG du port. Et pourtant, même quand tu prends UNIR, il y a plein de jeunes dans UNIR qui sont compétents, qui ont fait des études, qui ont fait le droit maritime. Des jeunes dynamiques qu'on aurait pu remettre au port là-bas pour relancer le port. Ne serait-ce que moderniser la zone portuaire. Mais comme fort, il a toujours des pactes avec les gens. Peut-être que c'est Adénion qui cache peut-être des choses qu'ils font ensemble. Donc Adénion est là-bas. Donc lui, c'est une rente viagère pour lui, son poste au port. Donc il va rester là-bas jusqu'à sa mort. Puis il est fatigué, mais il est toujours là. Il va tomber, il faut la forme évidemment, du a dit, à partir du bureau, quand il est fatigué, il dort. Dans ce monde de 2025, où la concurrence est mortelle, où la concurrence, dans tous les sens, chacun court. Vous avez un DG du port, il arrive, il fait comme ça, il dort. Il dort dans les réunions. Mais vous avez un président qui est jeune, qui le maintient à son poste. C'est ça le Togo. Conséquence, la zone portuaire est la plus sale du Togo. La zone portuaire, quand il était tout en haut, nous avons des milliards autour de la Togo. On a encore les produits. Mais on dit au coup, tout est sale. Et ils sont dedans. Vous voulez aller filmer, demain vous allez filmer toute la zone portuaire. Tout est sale. Mais les gens sont dedans. À Olémé, ils sont tranquilles dedans. Donc, si tu es du port loin, et les CB, le gouvernement. Lycée Bolcaré, Bicodomé. Au niveau de Doivik Babonou, c'est encore quel quartier ça? Doivik Babonou, les Founas. Comment ça s'appelle? Le quartier des étoiles. Voilà, au Trivi qu'on dit. Vous voyez les logements allemands qui sont là-bas. Allemands, les logements que les au Trivi qu'on dit les Founas. Les gens qui habitent dedans, ils payent le loyer à qui? À Moko, où les Doivik Babonou, les Founas, on a Allemands, les bâtiments. Les Allemands avaient conçu ça pour les ouvriers, des chemins de fer. Et il y avait les villas pour les cadres. Et après, les Glianti, on dit villas, ça c'est pour les cadres. Et moi, et population allemande, le logement là, ça c'est pour les ouvriers. C'est les Allemands qui ont laissé ça. Maintenant, les gens occupent ça. Qui paye les loyers à qui? L'électricité qui s'utilise là-bas, qui fait ça? Les gens qui vivent là-bas. Voilà comment le Togo est. Chacun a une partie. Voilà. Oui. Mais est-ce qu'il paye la CFT, chemin de fer du Togo? La CFT n'existe plus. C'était les logements de la CFT, évidemment. Il y a les villas pour les cadres, il y a tout le reste là pour les ouvriers. Mais vous allez là-bas, c'est une population qui est là-bas. Et ces gens, ils utilisent l'électricité, ils utilisent l'eau, ils font tout, ils vendent tout. Tout est là-bas. Alors que cet espace-là, on aurait pu récupérer cet espace pour construire des immeubles, de grands bâtiments, soit pour loger des ministères, ou soit pour loger des services publics. Le mec qui n'avait pas de commissariat central, on peut prendre cet endroit-là en fait un commissariat central ou le quartier général de la police. Zéro vision. Mais les gens sont là-bas. Les gens sont là-bas. On aurait pu dégager tous ces gens-là. Depuis 20 ans qu'il faut le pouvoir. On aurait pu dégager les gens qui sont dans ce petit carré-là, en face de la pharmacie des étoiles. Et sortir un immeuble là-bas pour abriter des services publics. Mais rien du tout. À moi, les fous. Personne ne sait qui leur loue ça. Mais ils ont loué ça chez quelqu'un. Et ils donnent l'argent à cette personne-là. Les ministères des Finances, ils font quoi? C'est eux qui s'occupent des biens de la République. Voilà ce que le Togo est. Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous ce dimanche. Donc, je vais mettre ces documents à la disposition de ceux qui le veulent et pour que chacun puisse analyser les conventions que Faure Gnassingbé signe derrière le peuple togolais, dont les députés n'ont même pas copie, dont la plupart des ministres n'ont pas copie, dont la presse n'a pas copie, dont les Togolais n'ont pas de copie.
pour pouvoir juger de comment ils bradent les biens du pays aux étrangers. C'est ça la réalité. C'est la seule chose que moi je peux faire, je peux laisser à vous. Donc, ceux qui veulent ce document, il suffit de me demander et je vous les donne pour que vous puissiez vous-même les analyser. Le contrat fait 60-80 pages et puis après, il y a les petites fiches de Bolloré sur les états financiers et sur un certain nombre de... Vous voyez Bolloré sur un certain nombre de choses. Donc, ce sont des documents que j'ai récupérés au niveau de mes investigations. Donc, merci à vous tous. On est à la fin de ce live-là. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Comme je l'ai fait dès le début, je vous souhaite une très bonne traversée vers la nouvelle année. Beaucoup de prudence, de la sérénité, de la paix et de la tranquillité dans vos foyers. Faisons très attention. La fin de l'année ne signifie pas la fin de nos jours. C'est le moment où il y a beaucoup de dégâts, même sur le plan spirituel. Il faut rester concentré. Et on aura peut-être encore 1 ou 2 lives, ou 3 lives avant la fin de l'année. On fera le point de tout ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Et puis, on va continuer par faire ce travail de conscientisation, comme je l'ai dit tantôt. Ce que nous faisons ici, c'est plus qu'un meeting politique. Quand on voit le nombre de personnes qui sont connectées, jusqu'à 20 000 personnes connectées en direct, et puis après, ceux qui le suivent en décalé, et derrière les 20 000 personnes, il y a d'autres personnes il y a des familles entières qui sont mobilisées pour écouter ces lives-là. C'est un puissant outil de sensibilisation que nous avons entre nos mains. C'est un canal puissant que nous avons entre nos mains pour parler aux Togolais, et il faut qu'on continue d'exploiter à fond ces moyens-là pour réveiller les Togolais. Une dictature ne se démolit pas en un jour. Une lutte contre une dictature pareille, c'est une course de fond, c'est pas une course de vitesse. Si vous vous mettez des choses dans la tête en disant dans 2 jours, 3 jours que Ford va tomber, qui ne tombe pas, vous allez vous décourager. Nous, on est d'un certain âge, ça fait peut-être 30 ans qu'on est dedans, pratiquement bientôt, et donc on ne sait pas dire que demain c'est la fin. Et donc il faut avoir une culture politique, avoir les restes solides pour continuer par résister malgré tout, et prier qu'un jour, on puisse avoir un déclic pour que le système s'effondre. Et donc, c'est ce travail-là que nous faisons. Dieu merci que Ford lui-même, il fait des faux pas ces derniers temps. Il est en train de s'embourber, c'est tant mieux pour lui. Et il faut continuer par lui mettre la pression. C'est le plus important, il faut continuer par lui mettre la pression pour que partout où il passe, qu'il ne se sente pas à l'aise. Vous l'avez vu dans les photos au Ghana, dans les vidéos, il n'était pas à l'aise. Il était au Ghana, mais on sentait qu'il n'était pas vraiment à l'aise. Il faut qu'il soit mal à l'aise partout où il passe. Parce que la guerre, elle est aussi psychologique d'abord. Elle est psychologique. Et donc, il faut que l'adversaire, tous les jours qu'il dort, s'il y a une souris qui passe derrière sa chambre, qui se réveille en sursautant, en disant « Ah, mais il n'y a pas quelqu'un qui veut me tuer ». Et donc, voilà ce qu'il faut faire. Et un jour, certainement que ça va payer. Et donc, moi, j'ai une pensée pour tous ceux qui sont en prison. Je vais encore les nommer. Aziz Goma, Grace Koumaï, Amavi, Madame Yakadé, Sativi, comment appelle-t-on, Jean-Paul Moulou, les gens de Tigre Révolution, tout ce qu'on a arrêté ces derniers temps. Et parfois, je vois des gens qui disent « Oui, vous voyez les gens comme des Ferdinand comme ça, ils ont de la haine. » Je dis « Ah bon? Mais on ne peut pas avoir de l'amour pour un dictateur. Vous avez de l'amour pour des gens qui tuent. Vous manifestez de l'amour pour des gens qui tuent. Vous avez de la sympathie pour les gens qui tuent. Vous avez de l'admiration pour les gens qui tuent. Nous n'avons que la réprobation. Nous n'avons que la colère saine et la haine saine à manifester à l'endroit de quelqu'un qui n'est pas humain. Parce que Ford, s'il ne voulait pas que les gens aient de la haine envers lui, il ne peut pas frapper des femmes, il ne peut pas cautionner le viol des femmes, il ne peut pas garder ça et sa propre. Il ne peut pas garder comme les gens comme les Madame Nyakadé en prison, il ne peut pas garder les gens comme Omolou en prison. Vous voulez que les enfants d'Omolou qui fait 5 ans pratiquement en prison, qui n'a jamais vu ses enfants, qui est torturé au SCRIC. Vous voulez que les enfants d'Omolou aient de la sympathie, de l'admiration, de l'amour pour Ford Gnassingbé, c'est ça? Vous voulez que les enfants de Grace Koumaï aient de la sympathie, de l'amour pour Ford Gnassingbé? Mais non. Que ce soit la haine, que ce soit la colère, c'est de la haine qui est saine. C'est de la colère qui est saine. Parce que nous sommes des humains. Et je n'ai jamais vu un humain qui embrasse son bourreau. Je n'ai jamais vu un humain qui embrasse quelqu'un qui lui fait du mal, qui le tue, qui tue ses proches. Donc, vous dites oui qu'on a de la haine pour Ford. Oui, c'est de la haine qu'on a pour lui. Parce que c'est un assassin. Parce qu'il fait du mal au peuple togolais. Parce qu'il ne permet pas au peuple togolais de vivre sainement. Donc, pour le reste, on n'a rien à foutre de vos commentaires. Vous pensez que moi qui suis ici, là, si Ford met la main sur moi, là, il va me faire cadeau? Vous pensez que moi qui suis ici, là, si Ford Gnassingbé met la main sur moi, il va me faire cadeau? Je vous ai déjà dit, il va me tuer sur au moins 10 ou 20 ans. Chaque jour, il va s'assurer que je souffre pendant 10 ans. Et vous voulez que moi, je me lève le matin et puis bon, je rigole, je dis, ah, Ford, vous foutez des gens, quoi. Autant il traite les Togolais avec mépris, autant il voue une méchanceté envers les Togolais, autant il traite les Togolais comme il veut, autant nous allons lui retourner l'ascenseur. C'est ça la réalité. Si quelqu'un est en manque de sympathie, d'amour, et a envie d'aller embrasser son bourreau, qu'il souffre du syndrome de Stockholm, c'est son problème. Si quelqu'un est en manque d'amour et veut aller embrasser Ford Gnassingbé, c'est son problème. Il y a des gens dont les parents ont été tués. Ils ont une haine générationnelle contre les bourreaux. Vous connaissez l'histoire des Juifs? Ils ont une haine générationnelle contre leurs bourreaux. Vous ne savez pas ce que ce régime a détruit dans les familles des gens. Vous ne savez pas ce que ce régime a commis comme dégâts dans les familles des gens. Ceux qui s'agitent aujourd'hui, il ne faut pas les regarder. Il ne faut pas regarder ceux qui s'agitent, qui font des trucs, qui disent qu'ils défendent. Il ne faut pas s'agiter. Le jour où Ford tombe, c'est ce jour-là que ces gens-là, ils sauront qui a mis l'eau dans le cocon. Et Ford va tomber. Tous ceux qui s'agitent sur la toile, qui insultent, qui disent qu'ils font de la riposte, qui nous attaquent, qui nous insultent, ne leur dites rien. Ne leur répondez pas. Ne perdez pas le temps pour leur répondre. Continuez par être focus. Quand ils seront fatigués, ils vont se taire. Mais le jour où ils n'auront plus celui qui les protège, c'est le jour-là qu'on va les avoir.
C'est ça la vérité. Et ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Quelqu'un peut sortir, insulter votre famille, vous insulter, dites, ne lui répondez pas. Parce qu'il est protégé aujourd'hui par fort. Donc, le jour où son protecteur saute là, c'est le jour où cette personne saura qui a mis l'eau dans le coco. Les peuples n'ont pas la mémoire courte. Heureusement que plusieurs d'entre eux, ils agissent à visage découvert. Donc, il y a des gens qui archivent leurs vidéos. Il y a des gens qui archivent leurs sorties. Tout ce qu'ils font contre ceux qui luttent aujourd'hui pour le changement. Demain, quand il y aura le changement, eux, on va les utiliser comme des desserts. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, c'est parce qu'ils sont protégés qu'ils font ça. Le jour où le protecteur ne sera plus là, mais c'est la course, hein? Mais ça va être la débandade. Mais ils ne le savent pas encore. Parce qu'ils sont dans une bulle et ils ne peuvent pas anticiper ce qui va se passer demain. Ils sont dans une bulle qui leur fait croire que le régime ne va jamais changer. Donc, ils peuvent se permettre tout. Mais nous n'avons pas d'énergie pour le moment à leur consacrer. Parce que si nous voulons leur consacrer le peu d'énergie qu'on a, on va laisser la cible de côté. Notre combat, c'est la cible. Le jour où la cible va tomber, les branches vont se désintégrer d'elles-mêmes. Et les gens vont s'occuper d'eux. C'est parfois même les voisins de quartier qui vont s'occuper d'eux. C'est leurs voisins de quartier qui vont s'occuper d'eux. Moi, là où je suis à même de vous dire que le live que je fais là, c'est même apprécié par les gens qui sont dans le système. Parce que je touche les problèmes qui concernent tout le monde. Avant, il y a des gens qui ne comprenaient pas. Aujourd'hui, moi j'ai des retours. Il y a beaucoup de gens dans le système qui disent que Ferdinand avait raison. Et qui suivent cela dès 14h là. Officiers, ministres, ils sont là, ils sont sur l'écran géant. Ils savent que j'ai raison. Ils savent que leur patron là, il leur perd le temps. Donc, si des ministres, des officiers, plusieurs personnes dans le système, ils sont là assis religieusement pour suivre ce que nous disons, les petits plaisantins, il faut les laisser. Eux, ils ne savent pas ce qui se passe. Parce qu'ils ne sont pas au cœur du pouvoir. Ils ne savent pas ce qui se passe. Le jour où ça va s'effondrer, c'est ce jour-là qu'ils se vont, il se passe quelque chose. Mais c'est le tout tard pour eux. Donc, ne perdez pas une seule minute, un seul instant de votre précieux temps, ni à écouter ces gens-là, ni à les répondre. Restez focus sur votre travail. Sensibilisation, mobilisation, conscientisation. Parlez des problèmes qui touchent les Togolais. Les problèmes d'eau, le bilan de fort, la gouvernance de fort, la corruption. Parlez juste de ça. Et les Togolais vont se réveiller petit à petit. Et les Togolais eux-mêmes, le jour où ils vont décider d'agir, vous serez étonnés. C'est une lame de fond qui avance, mais qui a ses effets. Allez, joyeux Noël à tout le monde. Et j'espère que d'ici mercredi, on pourra faire aussi un live pour souhaiter les